Radio Rec. It's on air. Restez cordiaux, messieurs, ce n'est qu'un débat. L'histoire nous montre qu'il faut être prudent à ce sujet. Maintenant, c'est absolument pas le même contexte politique. C'est Pompidou et Giscard en 73 qui nous ont mis dans la main des banques. Alors, qui pour le mot de la fin ? Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Politiquement Incorrect, en direct sur Radio Rec, la web radio du campus de Marne-la-Vallée et de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée qui se déploie sur tout le territoire de l'Est parisien. Bonsoir à tous, je le répète, et bonsoir messieurs qui m'accompagnent ce soir, Maxime, Nicolas. Bonsoir. Qui ont changé de place exceptionnellement, mais qui sont, je le sais, affûtés et bien prêts pour le débat qui s'annonce, débat sur l'argent, monnaie, comme disait Pink Floyd, voilà. J'avais Daft Punk en tête, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout la même époque, pas du tout la même musique, mais bon, les pièces qui résonnent, ça résonne très bien dans les têtes. Pas de marque, désolé Nicolas. Non, je suis triste. Attendez, je vais. Alors pour ceux qui ont l'image, voilà. Je sais pas si on le voit bien. Voilà, on le voit en direct pour ceux qui regardent cette émission. Voilà, l'image endeuillée de Marc. Marc n'est pas mort, Marc reviendra bientôt, on l'espère, et on souhaite à tout à chacun de venir aussi remplacer Marc, parce que Marc n'est pas irremplaçable, bien heureusement, comme personne ici. Vu le nombre d'émissions qui manquent ces derniers temps, c'est vrai qu'il faudrait peut-être lui trouver un remplaçant de temps en temps. Donc on jette une bouteille à la mer pour appeler quiconque veut à participer à cette émission. Voilà, n'hésitez pas à envoyer votre candidature, j'oserais appeler ça ainsi, via les réseaux sociaux notamment, via communication@radio-recc.fr, je crois. Voilà. Vous allez sur radio-recc.fr sur le net et vous allez voir la petite enveloppe. Vous nous contactez et puis on sera ravis de vous accueillir ici pour débattre de quoi que vous voulez. Voilà. Peu importe le sujet, on est très ouvert, on l'a bien montré, les sujets sont variés, que ce soit de politique, de sociologie, d'histoire, d'économie, etc., etc. On a de quoi faire dans cette émission. Ce soir, ça va être des questions économiques, essentiellement, dont il va être question, puisqu'on va parler d'argent, je le répète. L'argent, c'est les patrimoines que déclarent nos élus de plus en plus. La loi va-t-elle apparaître pour rendre obligatoire cette pratique ? On va en débattre. On va débattre également, on va revenir plus exactement sur le dernier épisode de Capital, l'émission un peu écho d'M6. Chaque dimanche, on fait un peu de pub, mais il n'y a pas d'émission sur Radio Rec le dimanche soir, donc ça ne fait pas de concurrence. Et qui parlait des rémunérations excessives, notamment des grands patrons. On y reviendra. Est-ce que cette émission disait vrai ? Est-ce que le débat doit être ouvert et mis sur le devant de la scène ? Ça traitera également des sportifs, des artistes, etc. Et puis, en parlant d'artistes, sont des artistes les acteurs, entre guillemets, des téléréalités. C'est ce qu'on évoquera en fin d'émission. Les candidats de télé-réalité. Voilà, candidats, acteurs, on ne sait plus trop à un moment donné, là où la fiction remplace la réalité. C'est assez flou tout ça. Bon, ça sera la fin de l'émission et puis on aura les mots bien aiguisés. Tout ça en rapport bien sûr avec notamment la mort d'un candidat dans Koh-Lanta et qui a amené une certaine réaction politique. Oui, et puis la mort du médecin ensuite de l'émission. Le suicide du médecin. Lui qui a reçu l'opprobre public pour avoir soi-disant n'être pas intervenu sur le coup. Voilà, on y reviendra plus après. Maintenant, revenons au plus concret, au plus actuel. Les patrimoines, les élus de plus en plus déclarent le leur. On a vu certains ministres, notamment les ministres verts, Pascal Canfin, Cécile Duflot notamment, qui ont déclaré le leur. Fillon a déclaré le sien. D'autres, comme Franck Riester, qui est député de Seine-et-Marne UMP, ou encore Jean-Luc Mélenchon, ont refusé de diffuser le leur. Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale, s'est offusqué de cette pratique de rendre public ce genre de patrimoine. Messieurs, déjà un point, est-ce que c'est une bonne chose que les élus le fassent d'eux-mêmes avant même une loi ?
Bah, Nicolas, oui, pour moi, ça fait partie d'un processus effectivement qui est lié au fait que nous avons des représentants, c'est-à-dire des gens qui représentent clairement, hein, ce n'est pas anodin de confier sa voix, de confier un mandat à un élu dans la République comme ça, à des représentants. Donc, vous l'avez peut-être remarqué jusqu'à présent dans mon raisonnement personnel. Peut-être parfois, contrairement à Maxime, j'ai tendance à croire au système tel qu'il est prévu, celui qui s'applique à la France, la fameuse République avec la démocratie que nous avons en France, et j'ai tendance à vouloir tout faire pour que ce système soit amélioré. Et donc, dans mon esprit, effectivement, annoncer son patrimoine peut être un bon élément dans le sens de la transparence, dans le sens qu'effectivement les élus sont là pour nous représenter. Et donc, alors c'est pas forcément la question du patrimoine, mais c'est finalement la question, un petit peu comme ça se fait, on en a parlé les 2 dernières semaines, comme ça se fait un petit peu peut-être aux États-Unis, d'avoir une sorte de commission d'enquête quand on nomme un ministre, quand on nomme notamment les ministres, puisque là on parle de tous les élus, mais quand on nomme un ministre, d'avoir une commission qui dit oui, cet homme-là, a priori, hein, peut être ministre. Donc une espèce de justice qui ferait qu'on puisse dire valider. Celui-là, on peut. Donc ça, c'est l'idéal. Après, on a des critiques qui viennent. On a les critiques qui viennent de tous ceux qui ne veulent pas, qui ont annoncé qu'ils ne voulaient pas publier leur patrimoine. Il y en a un petit peu dans toutes les sensibilités. Hugo, tu as cité Claude Barthelone, qui est PS, qui a des responsabilités importantes au niveau législatif en France. Tu as cité un autre homme de gauche, Jean-Luc Mélenchon, parce qu'effectivement, bon, là, pour une fois, la gauche propose quelque chose, Hollande propose quelque chose, donc Jean-Luc Mélenchon dit non. Et puis, tout un tas de personnages de droite, de gauche, traditionnels, et de centre, etc., qui viennent nous dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ils mettent en avant le fait qu'on va fliquer les élus, qu'il va y avoir une surenchère, que du coup, ça va être n'importe quoi. 2 éléments. Le premier, aujourd'hui en France, il faut savoir que les communes publient leurs comptes, etc. Et ça ne crée pas forcément de surenchère. C'est un mécanisme qui existe. Donc aujourd'hui en France, publier des questions d'argent, ça existe. Des grands patrons et publient leur patrimoine. Et c'est pas pour autant qu'il y a véritablement une surenchère ou qu'il y a une chasse à l'homme riche. On sait très bien qui sont les hommes riches en France aujourd'hui. Il n'y a pas de secret là-dessus et il n'y en aura pas forcément moins plus tard. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que ce sont finalement un peu les risques du métier. Voilà. Quand vous décidez d'avoir un mandat, donc là j'inclus tous les hommes politiques, un mandat que ce soit au niveau local, national, voire européen, eh bien il y a, je dirais peut-être dans le futur, un risque du métier, ce sera qu'on sache beaucoup de choses sur vous. Mais finalement, vous représentez beaucoup de monde. Donc est-ce que c'est pas normal pour qu'on ait un minimum de confiance en vous, même si on pourra jamais avoir confiance à 100% à un homme, comme on a pu le voir avec l'affaire Cahuzac, puisque ce monsieur a dit devant l'Assemblée nationale, je n'ai jamais eu de compte et je n'aurai jamais de compte en Suisse ou à l'étranger. Et voilà, et il s'est avéré que quelques semaines, on apprend que c'est totalement faux et que le mec était embourbé dans un mensonge énorme. Donc voilà. Maxime, tu rejoins Nicolas sur ce point ou pas du tout? Ouais, sait que vous avez des visions divergentes sur les élus notamment. Disons que la question au départ c'était Est-ce que est-ce que c'est utile est-ce que c'est bien comment vous sentez le fait que finalement il l'ait fait bien avant qu'une loi ait été mise en place en fait, potentiellement? Le fait qu'il y ait une loi qui soit mise en place, c'est déjà... Normalement, c'est une loi naturelle. Le fait qu'on ait besoin de la formuler par écrit, c'est déjà un signe que effectivement, il y a beaucoup de corruption. Normalement, on ne devrait pas avoir besoin de faire ce type de loi. C'est un peu comme, vous savez, en entreprise, on a... C'est bon, je crois qu'on m'entend. On a un secteur qu'on appelle le contrôle qualité. C'est une discipline quoi, dans l'entreprise, c'est-à-dire que vous avez des procédés qu'on met en application. Et donc, par exemple, une entreprise qui se vante d'avoir tel, comment on appelle ça déjà, du type AOC, vous savez, ce genre de choses, des labels, voilà, c'est ça, des appellations dans les procédés, dans la qualité du produit, etc. Moi, ça m'a toujours, parce que dans mes études, je me suis déjà penché sur la question, et ce qui m'a toujours amusé, c'est de me dire, mais normalement, on n'aurait pas besoin de faire ça. Normalement, une entreprise, bien sûr qu'elle fait le maximum pour avoir des produits de qualité, bien sûr qu'elle fait le maximum pour améliorer sa productivité, et que ses salariés ne soient pas feignants, qui bâclent pas leur travail. En fait, ça veut dire, toutes les entreprises devraient être comme ça. Et là, au niveau de l'État, non, on ne devrait pas avoir besoin de
de faire une loi comme ça devrait être naturel. Mais bon, on vit dans une époque de dégénérescence totale, où on en arrive, où ça devient presque drôle. Un ministre du budget qui fait du blanchiment de fraude fiscale, c'est presque un comble, c'est rigolo, il y a presque une dimension humoristique. Et Tragicomique, du coup. ouais, enfin oui, voilà, on ne sait pas s'il faut rire, s'il faut pleurer, mais il y a quelque chose vraiment là d'extrême. On est dans une situation extrême, je trouve, de ce point de vue-là. Et donc, après, c'est vrai qu'on a besoin de transparence. Dans le système de la République, théoriquement, les élus, voilà, représentent le peuple. On est dans une démocratie, donc on prétend que c'est le peuple qui décide, et les élus sont au service du peuple, pas l'inverse. Et donc c'est logique, je pense qu'il y a une certaine transparence. Après, à mon avis, on s'enfonce dans le poids de la règle. Effectivement, il y a une dimension un peu tyrannique de voyeurisme, où on va peut-être après s'amuser à essayer je sais pas, d'épier, de voir quel est le patrimoine de tel ou tel ministre, de tel ou tel député. Est-ce qu'il peut pas y avoir aussi une dérive de ce point de vue-là? Bah, de toute façon, et puis aussi, oui, autre chose, c'est à qui va être confiée cette tâche de contrôler. On parle de transparence, et je crois que là, Hollande, dans sa récente intervention, il a dit qu'il allait nommer un conseil, enfin, je veux dire, une autorité supérieure pour contrôler justement la déclaration des différents ministres, députés, etc. Mais la question qui se pose, c'est qui va en être chargé? Est-ce que ces gens-là seront dignes de confiance? Est-ce qu'il n'y aura pas de conflit d'intérêts? Et je pense qu'à l'avenir, c'est ça qu'il va falloir regarder. Il faut toujours regarder, détecter les conflits d'intérêts. Voilà, si ils nous donnent dans le mille des gens qui seront en même temps eux-mêmes critiquables, si leur parcours est discutable et tout. Moi, c'est toujours un travail que j'ai fait quand j'ai parlé d'Hollande, des réseaux qui l'entouraient, de ses conseillers, etc. Moi, je regarde toujours le parcours d'un homme, je juge beaucoup par rapport aux personnes, leur parcours, et pas juste selon leur discours. Voilà. Mélenchon, quand il nous explique qu'il est contre l'Union européenne, qu'il faut... Bah non, je regarde son passé, il a voté pour Maastricht, il s'oppose au Parti Socialiste aujourd'hui, alors qu'il a été lui-même sénateur PS plusieurs fois, et il a je sais plus combien de dizaines d'années de carrière politique au PS. Au moment du second tour de l'élection présidentielle, il a tout de suite appelé à voter Hollande sans aucune concession au bout de 7 ou 8 minutes d'attente. Donc il a appelé tous ses militants, tous ses sympathisants à voter pour Hollande. Voilà, je sais par ces actes-là, par ces faits-là, que c'est un imposteur. Il n'y a pas besoin, je me fie pas. Même si dans ses discours, je peux être d'accord avec lui. Bah là, c'est pareil, il va falloir être très vigilant. Mais sur le coup, là, tu es d'accord avec lui quand il refuse justement qu'on mette sur la place publique? Bah voilà, comme je te disais, je trouve que... Du moins, tu comprends le point de vue? Oui, je comprends le point de vue du voyeurisme ou de ce côté mise à poil, quoi. C'est vrai qu'il est un peu fascisant. C'est vrai qu'il y a un truc... Par exemple, moi, j'aimerais pas qu'on fasse ça au niveau de la population. Moi, j'aimerais pas que demain, voilà, on me dise, bah, on peut voir en vous comme on lit un livre. C'est vrai qu'il y a un côté, et l'intimité, et la sphère privée dans tout ça. Et c'est aussi, d'ailleurs, une tendance de notre époque de vouloir... tu sais, ce culte de ouais, moi j'ai rien à cacher, voilà, j'ai rien à cacher, la transparence totale, etc. Et je me dis, faudrait pas que ça se retourne contre nous, tout ça, où on dit, bah regardez, nous, on a bien mis à poil tous les députés, donc maintenant, voilà, on est dans une situation critique, vous aussi, maintenant, il va falloir faire un effort. Voilà, je ne voudrais pas qu'on me demande ce genre d'effort, même si j'ai pas de compte en Suisse, hein, de toute façon. Et puis quand bien même, enfin, je veux dire. C'est un peu ce qu'on te demande dans la vie de tous les jours, quand on te demande de remplir ta fiche d'impôt, finalement. Oui, en plus, voilà. En plus, nous, c'est vrai qu'il y a déjà en plus une transparence quasi totale. On sait quasiment tout ce qu'on fait. C'est juste que même toi, quand tu te déplaces. Et puis moi, pas une personne publique, en plus, je suis mal placé pour dire ça. J'ai un iPhone, c'est géolocalisé, tout ça. On peut suivre à la trace mes déplacements. Sans doute qu'on peut lire mes conversations téléphoniques ou enfin truc. Donc, je suis mal placé pour dire ça. Mais j'aimerais pas que qu'il y ait une législation qui soit mise en place et que ce soit normalisé. Voilà. Que ce genre d'épiage reste dans la marginalité et la dérive, que ce soit pas considéré comme une norme. Ça, effectivement, ça me dérangerait. Nicolas, je te voyais griffonner un peu. Oui, effectivement, j'écrivais 2-3 trucs pour répondre à cette question
de qui dans le futur pourrait éventuellement être l'autorité de régularisation de la vie politique, en gros, puisque c'est un petit peu ce Voilà. qui, Dans ce qui cette a logique été, de moralisation. voilà, de moralisation qui est engagée. On y Euh, reviendra un peu plus. Il y a plusieurs possibilités, hein, que ce soit une institution paritaire, comme effectivement on parlait des États-Unis, où il y a, c'est le Parlement de mémoire, ou en tout cas des élus à la fois enfin, des deux camps principaux, hein, conservateurs, enfin démocrates et républicains, qui directement approuvent ou non les ministres. Donc ça permet effectivement d'avoir une approche critique, notamment de la part de l'opposition, qui peut faire sortir des affaires. Mais Maxime nous a montré maintes et maintes fois que les partis politiques, les principaux partis, se couvrent entre eux, puisqu'ils ont les mêmes choses à se reprocher. Ouais. Donc, il y a un problème sur cette approche-là. La seconde approche, c'est Bon, celle... faut quand même distinguer le système américain du système français. Bien sûr, mais je parlais d'avoir une institution paritaire. La deuxième chose, c'est une instance judiciaire. A priori, en France, c'est la justice, hein, qui montre qu'on a bien qu'on respecte la loi, avec des juges indépendants. Et donc tout ça, c'est une structure à mettre en place. Donc voilà. Et a priori, François Hollande pourrait nommer les personnes, si j'ai bien compris. Enfin, bon, on n'en est pas encore là. Mais bon, il y a toute cette question autour de est-ce que cette instance sera fiable pour enquêter un minimum. Alors voilà, c'est la différence que je ferais entre la publication des élus qui, eux, vont en avant de la population en publiant grosso modo ce qu'ils gagnent ou ce qu'ils ont pour montrer qu'ils n'ont pas de problème. Mais ça, évidemment, ils vont pas montrer qu'ils sont dans un paradis fiscal, qu'ils sont exilés fiscaux. Ça, ils vont pas le montrer. C'est pas le but du jeu. Voilà. Donc pour ça, il faut la fameuse institution que François Hollande veut mettre en place. Et donc c'est cette institution qui se doit d'être performante pour montrer les failles. Alors à la fois, oui, certes, effectivement, de nos dirigeants, moralisation de la vie politique, tu en parlais, parce qu'il y a du débat là-dessus. Mais finalement, est-ce que c'est pas la justice de manière générale ? Avec, effectivement, chaque citoyen devrait se sentir irréprochable. Donc le débat est engagé au-delà de la vie politique. En ce moment, il est focalisé sur la vie politique. Il l'était dans un premier temps sur Jérôme Cahuzac, puis sur le gouvernement, puis maintenant sur l'ensemble de la classe politique. Mais le débat est central. C'est l'exil fiscal dont nous avons déjà bien parlé dans cette émission. Ce sont les personnes qui se croient suffisamment supérieures et qui ont un salaire déjà suffisamment important pour passer les frontières et aller cacher leur argent parce qu'ils ont peur d'être taxés. Alors que vous, quand vous gagnez... Bon, vous, tous nos auditeurs ne sont pas de pauvres auditeurs, hein, mais j'entends une grande partie de la population. Je rappelle que le salaire médian, c'est-à-dire qu'autant de personnes gagnent en dessous qu'au-dessus de 1 600 € par mois environ. Donc, c'est pas énorme. Donc voilà, donc c'est-à-dire qu'en dessous de 1 600 €, il y a quand même la moitié de la population française. Donc cette population doit se sentir concernée. Quand je dis, on prend une bonne partie de ce salaire-là sous les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu, et ensuite par le fait les impôts locaux. Donc là, on prend de l'argent et vous n'avez pas le moyen d'aller mettre votre argent ailleurs, de le cacher, si ce n'est ceux qui travaillent au noir pour arrondir les fins de mois. Donc voilà, donc tout le monde doit se sentir concerné et je pense qu'effectivement ce débat doit être approfondi et il faut doter les moyens. Je crois que je l'avais dit ces dernières semaines, il faut se donner les moyens d'avoir une politique qui lutte contre les abus, que ce soit la fraude, des plus petits comme des plus gros. Hein, il n'est pas question de dire les plus petits, non. Toutes les fraudes, il faut se donner les moyens. Voilà, je pense que c'est plus important, effectivement, pour revenir à d'autres débats qu'on a eus, que de sanctionner effectivement les petits excès de vitesse ou ce genre de choses qui sont, à mon sens, quand même moins importants. En tout cas, qui font moins preuve d'inégalité, enfin qui font plus preuve, moins preuve d'inégalité. Voilà, c'est pas la même chose. Voilà, Donc, voilà. deux profils, comment dirais-je, deux sanctions différentes. Et ça d'ailleurs, je pense que c'est annonciateur d'une certaine révolte et d'un certain mécontentement de la population qui va de plus en plus se détourner en fait des institutions officielles en disant mais attendez, pourquoi vous nous demandez de nous serrer la ceinture en permanence, on ne trouve pas de boulot, on n'arrête pas de nous rogner sur les prestations sociales, etc. On voit qu'Hollande a rogné là sur les allocations familiales et dans le même temps vous nous mentez de manière éhontée sans rougir. En plus ce qu'il a fait Cahuzac, c'est pire que de la fraude fiscale, c'est en fait du blanchiment de fraude fiscale. Il faut comprendre que, comme Nicolas, ce qu'il décrivait, c'est l'évasion fiscale, c'est je gagne beaucoup d'argent,
effectivement, il faut gagner beaucoup d'argent pour avoir un compte en Suisse, hein, parce que je crois que c'est 600 000 euros justement le seuil. Enfin voilà, faut avoir Le seuil déjà minimal. voilà, le seuil minimum. Faut vraiment avoir une certaine fortune. Et C'est voilà. pas les classes moyennes. Hein, Voilà, c'est ça, c'est l'apanage des plus riches. Et donc, vous mettez cet argent-là dans un paradis fiscal, c'est-à-dire dans un endroit où, dans une banque où cet argent par le secret bancaire ne sera pas déclaré, et donc vous ne serez pas taxé, vous ne payerez pas l'impôt sur ce truc-là. C'est ça l'évasion fiscale, et donc c'est un manque à gagner énorme sur le pays qui connaît cette fuite. Mais ce qu'a fait Cahuzac, donc blanchiment de fraude fiscale, ça veut dire qu'en fait, même c'est l'intérêt en fait, que lui rapportait cet argent, il le remettait en circulation dans l'économie. Donc en fait, c'est de l'argent qui n'existe pas parce qu'il n'est pas déclaré, mais qui fait le fructifier et qu'en plus, cet argent qui n'existe nulle part, qui ne trouve aucun... Enfin, on ne sait pas d'où il... qui n'est qui- pas contrôlé. Voilà, qui n'est pas légal, quoi. Il est comme un mafieux, quoi. C'est-à-dire qu'il est réutilisé dans l'économie et donc ça crée des désordres monétaires parce que finalement, on ne contrôle pas la masse monétaire. C'est très... Et que ça soit un ministre du budget qui fasse ça, c'est gravissime. J'entendais là sur BFM ou même à France Info, là, je sais plus, un de ses amis qui est député aussi PS, je sais pas si c'est pas de l'Essonne, je sais plus son nom. Il vient à la télé pour dire que Jérôme Cahuzac en ce moment il va très mal, que il est obligé de déménager tous les 2 jours pour échapper à la pression, qu'il hésite encore à venir, à retourner à l'Assemblée nationale. Et il dit attendez, l'histoire n'est pas finie, quoi. Je dis, mais si, l'histoire elle est finie, il a menti, bon voilà, ça suffit. Ça nous arrive à tous de faire des choses où on n'est pas fier et tout, et d'ailleurs dans ce moment-là on ressent un truc, c'est un sentiment humain qui s'appelle la honte, quoi. Et la honte, ça nous donne ce truc, on veut se cacher, on n'a pas envie d'être mis sous le regard de tout le monde, et ces gens-là ils reviennent, quoi. On essaye de le réhabiliter seulement 1 semaine ou 2 après que l'affaire est explosée, et malgré la gravité de son crime, à l'heure où justement on connaît une crise qui est catastrophique, on essaye de le réhabiliter et vous allez voir avec le matraquage et tout ça, c'est des gens qu'on va revoir comme des gens comme Juppé qui ont été condamnés à des trucs, mais je sais plus, de tromperie du peuple, enfin des trucs, je me rappelle plus exactement le griffe, voilà, de vraiment exact de la justice, mais il n'y a pas pire pour un élu de la République que de tromper que de la population. Alors que justement, comme on le précisait tout à l'heure, il est censé la représenter et défendre ses intérêts. La démocratie est basée sur la confiance qu'on a en l'élu, en la personne qu'on On a un désigne. représentant, et on ne peut pas tous décider en même temps parce qu'on est trop nombreux, donc il faut qu'on élise des représentants qui vont nous défendre et nous représenter. Et là, on voit qu'en fait, ils profitent de leur statut pour, au contraire, s'enrichir eux-mêmes et peu importe ce qui nous arrive derrière. Donc en fait, on est dans une crise. C'est pour ça que je ne crois pas trop vraiment dans l'intérêt de cette loi. En fait, pour moi, c'est superficiel. Si on essaye de faire du bricolage, mais la vraie crise, c'est une crise de sens. C'est une crise, voilà, moi ce que j'aimerais, pour moi ça devrait être naturel. Je veux dire, un homme politique qui monte aussi haut, il peut pas être tenté normalement de commettre ce genre de crime et de mensonges. Il a plusieurs fois, je veux dire, on a les vidéos, on pourrait faire une compile de toutes les fois où il est passé chez Bourdin, à Europe 1, machin, et on le voit, non, les yeux dans les yeux, je n'ai jamais eu, je n'ai pas, de truc, et le mec il répète, alors qu'il sait très bien à ce moment-là, et il aurait menti jusqu'au bout s'il n'avait pas su emmener que la justice allait le rattraper. Il y avait une enquête qui a été menée, et d'ailleurs maintenant c'est Moscovici qui est dans le truc, parce que en fait, selon les déclarations, je crois, ces valeurs actuelles, là, récentes, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il a fait effectivement une demande pour Cahuzac pour savoir s'il avait un compte en Suisse, mais il a demandé pour des périodes où il savait, ou en tout cas, Cahuzac venait juste de transférer son compte. Donc il savait déjà que la réponse allait être non. Enfin, en tout cas, c'est ce que Valeurs Actuelles affirme. Voilà, moi, mon sentiment, c'est que Jérôme Cahuzac a triché pour une grande partie avant. Alors il a continué de tricher de fait, puisque cet argent est toujours sur des comptes extérieurs et qu'il a dû les laisser à l'extérieur. Mais c'est vrai que c'est principalement, en gros, avant son entrée au gouvernement, que se sont passées ces choses-là. Ce sont sur des revenus au noir, notamment concernant ses activités de conseil de laboratoire, etc. Donc c'est vrai que il a été pris dans cette fameuse tourmente dont on parle. C'est vrai que Jérôme Cahuzac était donc président de la commission des finances, dont je ne sais plus, à l'Assemblée nationale, il me semble, avant d'être nommé ministre du budget. Donc c'est sûr que de toute façon, j'irai pour les pronostiqueurs de la vie politique française, cet homme devait finir ministre du budget. C'était prévu. On savait qu'on allait lui proposer le poste. Donc imaginez qu'il y a 1 an, il refuse ce poste. Il y aurait eu des soulèvements pour se dire, tiens, c'est bizarre, il a refusé le poste, pourquoi, etc. Donc les gens auraient fouiné. Donc je pense qu'il a été plus ou moins contraint. Alors peut-être aussi, parce qu'on le voit là, il veut retourner à l'Assemblée nationale, donc soif de pouvoir, il voulait peut-être aussi ce poste par rapport au pouvoir. Précisons. Il y a aussi cette question de se dire,
il était difficile de refuser le poste de toute façon si on veut croire à cette version comme quoi il aurait été dans un engrenage infernal finalement. Précisons d'ailleurs qu'il a été par ailleurs exclu du Parti socialiste. hein. Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs tout le débat, c'est-à-dire que le président de la République officiellement dit qu'il ne veut pas le voir à l'Assemblée nationale. Bon, il n'est plus rien le président de la République pour lui, si ce n'est le président de la République, c'est quand même important. Mais voilà, et lui dit ah si, enfin peut-être que je vais y retourner, je n'ai pas encore pris ma décision, je vais voir. Bon, il me semble que là effectivement on La est face porte à une ne lui est situation. pas grand ouverte. Il joue là, il est en train de jouer et on a l'impression que c'est. Alors voilà, la Je pense qu'il comparaison. teste un peu. La comparaison, c'est celle du joueur de poker qui est ruiné, mais qui continue de venir jouer au casino parce qu'il a cette envie du jeu. J'ai l'impression que Je pense qu'il a plus rien à perdre, mais enfin, sauf si l'humiliation et le ridicule total, enfin, si c'est pas déjà fait. Mais on en revient à des. Pardon. Mais je veux dire, sa place est en prison. Ouais. Sa place est en prison, pas à l'Assemblée nationale. On en revient à des choses anciennes qui est voilà, ça fait des années qu'on parle de confiance en nos hommes politiques et qu'on parle notamment du fait de ne pas avoir confiance. Et là, on est dans une affaire. Finalement, tout le monde est déçu, mais enfin, faut voir. Bon, alors. Les sondages sont ce qu'ils sont. Mais il faut voir le nombre de sondages qui sortent en ce moment sur ce qu'on pense de la vie politique, nos pauvres Français. Et donc, si ces sondages ne sont pas manipulés par les médias, on peut se rendre compte quand même que c'est énorme. La déconfiance aux hommes politiques tourne autour de 80% dans ces sondages. 60% pour les plus sympathiques, quoi. Mais je veux dire, il y a une majorité de Français dans ces sondages qui ne croient plus aux politiques, qui disent que la loi ne changera rien, qui n'ont pas de confiance dans ces hommes-là. Et je voulais juste faire une toute petite parenthèse en disant que le fait que les ministres ou les hommes politiques dévoileront peut-être leur patrimoine, contrairement aux patrons, on parlait de capital dans l'introduction. On va y revenir juste après. Oui, mais contrairement aux patrons, ils ne sont pas sur un marché de la surenchère. Je veux dire, leur salaire est grosso modo fixé. Je veux dire, un député gagne tant. Donc, eux n'ont pas ce problème-là, contrairement aux patrons, d'être dans la surenchère. C'est-à-dire, à partir du moment où on leur confie un mandat, il n'y a pas de raison. On est censé savoir à peu près, grosso modo, combien ils gagnent. La seule chose, c'est de savoir combien ils ont pu gagner avant par leur patrimoine et de toute façon c'est pas plus mal qu'en ce moment on veuille supprimer certaines professions, qu'on ne soit plus dans telle profession pour accéder au pouvoir. J'entends par là si vous voulez être ministre, il ne faut pas que vous soyez encore à ce moment-là avocat de je sais plus quoi, des avocats spécifiques notamment. Si vous êtes parlementaire, vous ne devez pas vous ne devez pas être avocat, notamment les avocats des lobbies là, principaux, voilà. qui font leurs petites pour affaires à réduire l'Assemblée. les conflits d'intérêts justement. Voilà. Est-ce que vous avez des solutions à apporter ou des propositions à défendre au niveau de ce qui est moralisation de la vie politique? Tu parlais, Nicolas, de cette question du choix du métier. Est-ce que vous avez l'un ou l'autre? Là, ouais, on sera peut-être pas d'accord avec Nicolas, parce que Nicolas, il croit quand même pas mal encore au système des élections et tout. Quant à moi, je n'y crois pas. J'ai réfléchi à ça. Comment est-ce qu'on pourrait retrouver une situation saine, un système politique sain, avec, qui respecte les règles, c'est tout. On peut jouer à ce jeu, mais qu'on respecte les règles. Et en fait, je pense que on n'a absolument aucun pouvoir. Que les élections, comme je l'ai souvent dit ici, c'est quoi? C'est on va voter pour des candidats, mais ces candidats, ils sortent pas de nulle part. Faut déjà qu'ils soient intégrés en général à un gros parti. Donc d'une certaine manière quand même issus de la même classe dirigeante. Faut en plus qu'ils passent pour pouvoir se présenter la barre, la barre de je sais plus combien de parrainages. 500. Voilà, 500 parrainages. Pour la présidentielle, oui. Voilà, oui. Mais nous, on parle des élus de manière générale et à proprement parler sur cette question de la moralisation. Oui, mais je pense qu'au niveau local, il peut y avoir des politiques qui soient sincères et qui ne comprennent pas forcément vraiment ce qui se passe en plus haut lieu. Ça, c'est comme dans tous les corps institués, comme à l'armée, le soldat en général, il se réclame d'une armée, mais il ne sait pas vraiment ce qui se passe au niveau de l'état-major. C'est à peu près pareil. Donc, moi, je veux bien croire qu'il y ait des politiques au niveau local, voire même des députés qui soient de bonne foi. Mais ces gens-là, pour moi, n'ont pas réellement de pouvoir. On voit bien qu'ils votent en général dans le même sens que le parti qu'ils incarnent. Et en fait, on voit qu'il y a quand même très peu de partis qui sont importants d'un point de vue proportionnel à l'Assemblée. Donc, en fait, on tourne en rond. Je vois pas trop de possibilités d'évolution. Dès qu'un candidat pourrait, au niveau présidentiel, là je reviens au niveau présidentiel, pourrait à la rigueur être pertinent, justement, incarner un certain renouveau,
et donc forcément, je veux dire, présenter un potentiel de subversion, de déstabilisation du système. Le système réagit automatiquement. On n'a jamais vu dans l'histoire un pouvoir qui rend les clés de lui-même. Donc voilà, il va trouver une stratégie pour contenir cette tentative de subversion. Et voilà, moi je crois par exemple qu'aujourd'hui, les partis qui peuvent à la rigueur incarner une forme de changement, c'est le Front National, c'est Dupont-Aignan, Debout la République, mais ce sont des partis qui soit dans un cas sont diabolisés, et on joue avec cette diabolisation parce qu'en fait, le rôle du Front National, c'est ça, c'est que c'est le parti diabolisé qui doit rester dans le jeu parce qu'il faut quand même qu'il y ait la présence d'une opposition pour que les gens aient l'impression d'un pluralisme politique, qui se disent, bon voilà, il y a quand même un parti qui titille le système, mais en même temps, faut pas qu'il arrive au pouvoir. Et le parti et le Front National, c'est qu'une histoire d'échecs. Je veux dire, il y a que des échecs. Le Front National n'a jamais été. Il sert. C'est un candidat, le candidat du Front National à l'élection présidentielle. Il sert à faire gagner l'autre en face. On l'a vu avec Chirac. Voilà, c'est le parti qui, c'est le fusible. Voilà. C'est bon, voilà, comme un peu un vaccin. Vous savez, on inocule quand même une partie du virus, mais finalement pour mieux s'en préserver. Je crois que c'est le rôle du Front National et c'est pour ça, en fait, il est complètement acquis au système. Il joue son rôle. Tu penses qu'il est plus moral que les autres ? Moi, c'est mon avis personnel, j'ai plus de respect pour Jean-Marie Le Pen ou pour Marine Le Pen que pour Hollande ou pour Sarkozy. Ça, vraiment. Et parce que, bon, on est d'accord ou pas avec eux, et moi je suis pas d'accord avec tout ce que dit le Front National. Mais à ma connaissance, je vois moins de filouterie. Je pense qu'ils incarnent mieux enfin ils ont un projet politique que je pense qu'ils incarnent mieux. Voilà, je préfère Jean-Marie Le Pen comme homme politique, même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Et je pense pas que le Front National soit un parti plus raciste que le Front National soit un parti plus raciste que le Parti Socialiste par exemple ou que l'UMP. C'est peut-être pas la question ici. Mais attends, oui, c'est pas la question ici, mais parce que tu me demandais s'il était plus moral ou pas. Ouais, moi, c'est surtout au niveau de la morale. C'est mon avis. Mais c'est pour dire voilà que comment moraliser la vie politique. Je ne crois pas en fait en la solution par une solution qui viendrait du haut. Je crois pas non plus une situation révolutionnaire où le peuple d'un coup casserait tout, une sorte de révolution violente où voilà, on verrait, je sais pas moi, des manifestants qui casseraient les fenêtres de l'Élysée, qui iraient arracher directement les responsables politiques en les traînant dans la boue, je sais pas moi, le goudron et les plumes là, comme dans les westerns. Je crois pas en ça non plus, puisque le peuple n'est pas un. Il n'y a pas de cohésion dans le peuple, si tu veux. Le mouvement serait tout de suite récupéré par des forces politiques et on finirait par les opposer entre eux et ça serait pas une situation viable. Donc moi, ce que je pense, pour le mieux à faire pour chacun de nous, pour essayer de sortir de ce jeu malsain, voilà, de sortir du système, en fait, c'est de le faire à sa petite échelle individuelle et essayer de se rendre autonome le plus possible, de ne plus dépendre de ces gens-là, d'essayer de construire sa vie en étant, voilà, non, pas en étant complètement marginal, mais quand même en essayant de... Vivre en autarcie, finalement. Mais non, pas en autarcie. Le but n'est pas de se couper du monde, mais c'est de s'émanciper de cette obligation de jouer à un jeu dans lequel on est perdant d'avance. Voilà, je vois pas l'intérêt, moi, de continuer à jouer ce jeu où, en fait, l'objectif, il vient directement des instances internationales, c'est la rigueur. Donc, en fait, on va pas gagner plus d'argent parce que la tendance est aux privatisations. Tout ce qui peut ramener un peu d'argent à l'État, c'est en train d'être grignoté petit à petit. On voit qu'il y a de plus en plus de privatisation, on voit de plus en plus que l'emploi dégringole. Donc, tout ce qui fait les forces vives d'une économie, c'est en train de s'effriter et de dégringoler. Donc, on va pas avoir plus de revenus et donc on rogne sur tous les acquis sociaux. Et on va nous demander de travailler encore plus. Et on voit dans le même temps que l'écart entre les salaires les plus élevés et les salaires les plus bas augmente. On voit bien qu'il y a quand même des gens qui s'enrichissent. Et c'est l'évolution de notre monde qui est à déplorer. C'est ça, c'est que il n'y a pas moins de richesses. Mais c'est juste que ces richesses, elles convergent de plus en plus dans des mains qui sont de plus en plus réduites, quoi. C'est de moins en moins de personnes qui sont de plus en plus riches et on a une disparition de ce qu'on appelait la classe moyenne et on est en train de créer une classe beaucoup plus importante de gens pauvres. Et on est en train de basculer là-dedans. Je pense que chacun doit s'émanciper de ce triste destin. Nicolas, je t'ai vu tirer de
de drôles de têtes. Je savais qu'on serait pas forcément d'accord. Sur la classe moyenne, ce qui me surprend, c'est que c'est quand même un élément c'est un élément récent, la classe moyenne, puisqu'avant il y avait les pauvres et un petit peu de On va riches. essayer quand même Donc, de rester dans finalement, le débat. hein. Non, S'il non, vous c'est plaît. pas vrai ça. Il y avait. S'il vous plaît, monsieur. Et donc, Restez au niveau de la moralisation, c'était la question initiale, vos solutions. Sur les solutions, Maxime a parlé de l'autonomie. Bon, c'est très bien, c'est peut-être une solution. Maintenant, malheureusement, on paye des impôts, donc c'est plutôt bien de pouvoir quand même avoir les retombées qui vont avec. Donc finalement, mais c'est justement, aussi c'est le ce que- consensus. Mais Oui, si- non, mais je fais que réagir rapidement. J'ai compris tes Oui, mais, tes solutions. si tu dis ça, c'est que tu penses que, en gros, c'est bien quand même de payer ses impôts parce qu'en contrepartie, on Non. a des aides, etc. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est qu'on paye de toute façon des impôts. Ouais. Sinon, on est hors système. Sinon, on travaille au noir. Donc, à partir du moment où on en paye, on pourra être autonome, mais malheureusement, malheureusement entre guillemets, on ne récupérera pas ce qu'on a donné. Voilà, c'était ma petite. Ouais. Bon, après, ça veut dire qu'on est attaché à des questions d'argent aussi quand je dis ça. C'est Mais effectivement c'est la ça le vérité, projet. C'est ça le faut projet, c'est pas qu'on se leurrer. va. C'est ça le projet, c'est qu'on va continuer de cotiser autant, voire plus. Oui. Mais on aura de moins en moins de contrepartie. Donc on est dans une dégénérescence objective. Nicolas, pour la poursuite de la réponse à Hugo sur cette question de comment moraliser, bon, j'avais commencé le raisonnement en disant effectivement peut-être éviter certains avocats, en tout cas les représentants de certains lobbies. Il ne faut pas être aveugle aujourd'hui. Il y a effectivement des lobbies à l'Assemblée nationale représentés par des députés qui sont approchés, en plus de ce qu'ils représentent eux, qui sont approchés par des lobbies et qui font passer des textes. Donc il y a des lobbies puissants des lobbies puissants en France. Bon. C'est peut-être pas la majorité des textes qui passent et qui régissent notre droit, ça je n'en ai strictement aucune idée. Mais bon, je voulais soulever ça. Donc effectivement, on le voit bien avec Jérôme Cahuzac, je l'ai dit moi-même ici, j'ai été, et Walid le disait la dernière fois, on a été déçus de Jérôme Cahuzac parce que finalement on avait... naïvement, on croyait en lui et on s'en est pas caché. Moi, je ne savais pas quelle était la carrière de ce monsieur Cahuzac et là-dessus, tu as raison, Maxime, c'est-à-dire que toi, tu cherches à savoir le parcours des personnes qui sont au pouvoir en France et c'est vrai que c'est un intérêt pour lequel chaque Français pourrait tout à fait se passionner, d'autant plus aujourd'hui avec l'accès à Internet où on sait, il y a des fiches sur Internet sur tous nos hommes politiques et on pourrait effectivement avoir une culture de ça comme tu as, ce qui permettrait d'être un peu moins naïf. Jérôme Cahuzac n'était pas un gentil homme politique qui passe sur les plateaux télé. Enfin, il était un gentil homme politique qui passait sur les plateaux télé, mais en revanche, c'était effectivement donc finalement quelqu'un qui fait partie de la classe bourgeoise, qui avait des revenus et les gens le savent puisqu'il était travaillé. T'es en train de me dire que donc il faut se méfier quand même de tous ces bourgeois politiques? Non, je dis il y a peut-être trop de bourgeois politiques en politique par rapport aux autres, en proportion. Et effectivement. Maxime parlait du Front National en disant accordons entre guillemets notre confiance davantage vers Nicolas Dupont-Aignan Qui n'est pas du Front National. Non. Ouais. Et le Front National par exemple. Et donc là je dis attention, nous parlons en ce moment beaucoup de Jean-Marie Le Pen, du Front National, parce qu'effectivement il semblerait qu'il trempe aussi dans ces affaires louches. Premier point. Oui, pas parce que l'ami de pas Marine que, Le oui, Pen aurait peut-être pas que ouvert le l'ami, compte. il y a des choses qui sont en train de sortir sur Jean-Marie Le Pen. Bon, j'ai pas tout suivi, donc je peux pas. Ouais, voilà, bon, je suis Notamment, désolé, oui, mais j'en ai entendu parler. celui Donc, qui tenait le budget de Jean-Marie Le Pen. voilà, donc bon, il y a des histoires louches aussi autour d'eux, donc attention, ne soyons pas naïfs envers certains partis. Parce qu'ils contredisent ce que disent les autres partis. Malheureusement, ça les concerne aussi, et d'ailleurs on le voit bien hein, à chaque fois, et ça concerne finalement tous les partis. Et ce qui me surprend finalement, c'est que Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, ce ne sont pas des pauvres ouvriers. Je veux dire, aujourd'hui, Marine Le Pen n'a jamais baigné dans ce milieu-là. Elle a été construite, je crois qu'elle est avocate, elle a été avocate du Front National. Voilà, donc c'est pas le milieu populaire qui devrait être représenté à l'Assemblée, etc. Marine Le Pen, elle défend, en tout cas, son discours défend les ouvriers, mais elle n'est pas issue de ce milieu-là. Et là, ça me surprend qu'on soit plus tenté d'aller vers Marine Le Pen que vers certaines personnes comme... entre autres, Olivier Besancenot, qui travaille moins parce qu'il est syndicaliste, et on sait que les syndicalistes sont plus détachés, en tout cas pour sa part, est plus détaché qu'ils ne travaillent. Mais voilà, des gens qui défendent parce qu'ils connaissent le terrain. Oui, non. Ne va pas réduire tous les syndicalistes non plus à des personnes détachées. Pas tous, mais une partie. Les plus combatifs, j'entends, et qui finalement, peu à peu, vont se détacher de la base du travail. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Oui, je rappelle que les syndicats sont rémunérés par l'État, etc. Et donc, voilà, Bernard Thibault il vient de céder sa place, mais il était éloigné depuis un petit moment des affaires. Alors oui, il le représente, il est aux côtés des salariés, mais voilà, bon.
Mais c'est le jeu qui veut ça. Forcément, le jour où vous entrez à l'Assemblée nationale, il faut comprendre que vous n'êtes plus pâtissier, vous n'êtes plus médecin, vous n'êtes plus avocat, vous n'êtes plus ouvrier, vous êtes le député que vous êtes. En tout cas, c'est ce qui devrait se faire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, moi, dans ma conception, être à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire siéger dans l'hémicycle, mais ça veut dire travailler en commission, ça veut dire être dans sa circonscription législative auprès des gens pour faire remonter les attentes des gens à l'Assemblée, et en plus avoir un métier à côté. Et j'irai plus loin forcément, puisqu'on est sur la moralisation de la vie politique, cumuler avec un autre mandat. Parce que sinon, vous ne faites pas bien votre travail. Les journées ne font que 24 heures. Et être à l'Assemblée nationale, c'est un investissement énorme si vous le faites bien. Vous êtes dans des commissions, vous travaillez des textes de loi, vous devez les retravailler ensuite chez vous pour être sûr de ce que vous dites, parce que c'est l'avenir de votre pays qui est entre vos mains. Vous avez un mandat de la part des électeurs, donc c'est important. J'ouvre juste une parenthèse en disant le non-cumul. Bon, il y en a certains qui cumulent avec un emploi de conseiller, avec une fonction de conseiller municipal où vous êtes là pour siéger. Bon, à la limite, c'est un peu moins important. Mais que une personne cumule les mandats exécutifs où elle a elle est présidente de commission, présidente de machin, vice-présidente de truc. Je rappelle qu'un élu local, national, il a toujours, en plus de sa fonction, par exemple, je prends l'exemple du député qui est dans une commission, je prends l'exemple de l'élu local qui va être dans la communauté qui va gérer les ordures ménagères. Il faut des élus locaux du conseil municipal dans l'intercommunalité. Donc forcément, une fonction de conseiller municipal appelle, pas pour tous, mais pour une partie d'entre eux, à faire déjà autre chose. Vous imaginez s'ils cumulent ça avec le fait d'être député ? Alors c'est important qu'un élu soit ancré territorialement, mais il ne faut pas qu'ils cumulent trop. Et aujourd'hui, il y a de l'excessivité. Il y en a qui sont présidents de je ne sais combien de trucs, ou vice-présidents, et qui ont des... Voilà, alors ils ont tous leurs collaborateurs pour gérer leur agenda. Ils ne savent même pas où ils sont, où ils vont, parce qu'ils ont leur chauffeur pour les emmener. Je trouve que ça manque cruellement de proximité avec le peuple, et que c'est ça qui détache des réalités. Et on en arrive à la situation de Jérôme Cahuzac. Voilà. Une petite réaction, Maxime, rapidement, avant qu'on ne passe à Capital. Une petite réponse sur ce qui a été dit. Donc, déjà, au départ, les affaires sur le Front National, moi, ce que j'ai entendu, effectivement, c'est que le type qui a ouvert le compte de Cahuzac était un proche du Front National. Il y avait ça aussi. Je sais pas, j'ai cru entendre Marine Le Pen dire qu'elle le connaissait même pas à l'époque. Je sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, mais ce que je veux dire, c'est que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, qui est catastrophique, et on voit de plus en plus chaque jour que ceux qui nous y ont dirigés ont des comportements criminels, de mafieux. Et donc je me dis que, en termes de responsabilité, j'attaque beaucoup moins le Front National, qui est à mon avis injustement attaqué. J'attaque beaucoup plus les partis qui sont au pouvoir, qui nous ont mis dans cette situation-là. Et quand on parle d'extrême, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, la situation actuelle est extrême. Donc je considère que les partis qui nous y ont menés sont extrêmes et extrémistes. Quand j'entends les responsables politiques dire qu'il faut sauver l'euro à tout prix, même si ça se fait aux dépens de tous les peuples, je dis ça c'est de l'extrémisme, par exemple. Et je trouve que ça, effectivement, c'est une forme de fascisme. Chose qu'on prête au Front National, pour le coup. Alors que le Front National se positionne quand même très critique vis-à-vis de l'Union européenne. Et puis, de manière cohérente, tu parlais de Besancenot. Besancenot, je ne peux pas le suivre. Il est facteur, tant mieux. C'est sûr que, peut-être qu'il a plus de... je pense qu'à à la rigueur, sa place est peut-être dans la politique locale. Et peut-être pas nationale ou internationale, Besancenot, je ne peux pas le suivre parce qu'il est dans une contradiction immense qui est que d'un côté, il prétend défendre le petit salarié, le petit travailleur, mais dans le même temps, il est pour la régularisation des sans-papiers et pour une immigration de masse. Ce qui n'est pas compatible. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. On m'explique souvent, mais non, l'immigration, c'est une richesse, etc. Alors bon, en plus, on pense que quand on est contre cette idée, c'est qu'on est forcément xénophobe, raciste, tout ce genre de choses. Non, c'est juste que l'immigration, quand vous êtes moi, je vois plutôt un pays comme une entreprise. Et que une entreprise, lorsque son activité se développe, elle a plus de travail, donc elle a besoin de recruter plus de personnes. Et donc là, elle va faire venir des gens de l'extérieur. Mais quand on est dans une situation critique, où au contraire, on perd des marchés, on perd de l'activité, embaucher à ce stade, c'est suicidaire. Et la France a fait ça, en fait. On me dit souvent, mais non, c'est l'immigration, les gens en venant là consomment, et donc ils gagnent de l'argent, et ils font jouer...
ok, c'est vrai que sur le plan théorique, comme raisonnement des universitaires, c'est valable. Sauf que c'est ce qui se passe en France depuis bien longtemps. Je ne saurais pas exactement dater, je pense que déjà depuis les années 60-70, on a ouvert les vannes de l'immigration comme jamais on a fait en France. Et on n'a pas ce résultat-là, on voit qu'au contraire, plus on a augmenté, enfin plus on a ouvert, plus on a laissé longtemps les vannes de l'immigration ouvertes, et plus l'emploi décline, plus on a de chômage, plus on a de précarité et tout. Donc ce raisonnement, de manière concrète, n'est pas viable. C'est pour ça donc quand Besancenot dit il faut légaliser les sans-papiers et tout ça, pour moi, en fait, il joue complètement le jeu des élites néolibérales, qui elles ont toujours intérêt à élargir le marché, pour réduire leurs coûts, pour faciliter la circulation des personnes, des marchandises. Ce sont elles qui ont intérêt à ça, pas le petit peuple. Même si c'est cool quand on va en vacances de pas avoir la douane ou truc. Enfin, mais bon, c'est dérisoire en fait comme avantage. On a beaucoup à y perdre en réalité. Et Besancenot soutient ces gens-là. C'est-à-dire qu'en fait, il fait complètement le jeu du 440 alors qu'il prétend le combattre. Donc pour moi, Besancenot, c'est soit il se rend pas compte de ça, soit c'est un imposteur. Mais on voit d'ailleurs aujourd'hui qu'il est complètement, enfin il est oublié quoi. Je veux dire, c'est une chose juste, je pense. Aujourd'hui, on a quelqu'un comme Mélenchon qui prend un peu sa place. Voilà, c'est dans cette logique de le système produit ses propres opposants. Voilà, et je pense qu'on est dans cette logique-là. Donc moi, effectivement, je pense que le Front National incarne plus la résistance que Besancenot. Parce que voilà, le Front National est défavorable à l'immigration. C'est un sujet qu'on a justement cherché à interdire en disant bah, quiconque est contre l'immigration, c'est un fasciste, un xénophobe. Comme quand on dit d'ailleurs, si vous êtes opposé au mariage homosexuel, c'est que vous êtes homophobe. Quand vous êtes contre le sionisme, vous êtes antisémite. C'est toujours ces mêmes raccourcis. Et donc ça permet d'interdire certains sujets. Moi je vois que le Front National s'est opposé aux guerres en Libye, très critique vis-à-vis du Mali, à la Syrie et tout. Je me dis si ils avaient voulu, je le dis vulgairement, volontairement, s'ils avaient voulu casser du bougnoul ou des trucs comme ça, parce que c'est ça qu'on leur prête un peu comme intention, ils auraient été ravis d'aller là-bas pour mater ce peuple, ce sous-peuple ou je ne sais quoi. Enfin, je ne crois pas dans ce racisme profond qu'on prête au Front National. Et historiquement, quand on cherche du côté de la gauche socialiste, on a beaucoup aussi à avoir. Les citations de Jules Ferry, de Jaurès, par exemple. C'est François Mitterrand, ministre des colonies. Bon, voilà, SOS Racisme. Moi, je crois qu'on a beaucoup à reprocher au Parti Socialiste. Donc bon, ça c'était par rapport à Besancenot. Ah, je crois que c'était ta réponse complète. Voilà, et non, juste, bon, c'est pour conclure, voilà. En fait, je ne suis pas forcément favorable au fait que ce soit des gens du peuple, du petit peuple qui gouvernent. En fait, moi, je suis critique vis-à-vis même du système démocratique, c'est-à-dire que c'est Monsieur Tout-le-Monde qui peut décider. Je suis pas sûr de ça. Quand je vois surtout à quoi ressemble le Monsieur Tout-le-monde d'aujourd'hui, et d'ailleurs, ça nous permettra peut-être d'amener le sujet après avec la télé-réalité, avec les séries américaines et compagnie. Je crois pas vraiment dans la capacité du peuple à se gouverner lui-même, et je suis presque en fait plus aristocrate, c'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on ait une élite, enfin aristocratie, étymologiquement ça veut dire le pouvoir aux meilleurs, quoi. Mais voilà, il faut que ce soit les meilleurs. Et là, aujourd'hui, on est dans une oligarchie, c'est-à-dire qu'on est bien comme dans une aristocratie, c'est-à-dire que le pouvoir est dans des petites mains, ça me dérange pas. À la limite, je suis pas, moi, contre l'instauration d'un pouvoir central fort. C'est pas ce qui me dérange. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait du sens. Je veux que ce pouvoir central fort servent les intérêts du peuple, servent l'intérêt du bien commun. Je pense qu'on peut pas, une démocratie, c'est pas, en France, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur, même si je préférerais quand même qu'on ait une démocratie authentique en France plutôt que le système dans lequel on est, qui n'est pas une démocratie, qui est une oligarchie plutocratique, c'est-à-dire le pouvoir à un petit nombre des plus riches. Mais alors rapidement, Nicolas, s'il te plaît. Très rapidement, parce que c'est une donnée que j'avais notée sur ma feuille et que j'ai pas pu dire tout à l'heure. En réponse, Maxime me tend une perche. Il dit on ne peut pas être gouverné par le petit peuple en gros parce que effectivement il n'aurait pas les capacités ou il n'y croit pas. Moi, au contraire, j'y crois et justement là où je n'avais pas fini mon raisonnement et donc c'est là notre élément de différence, c'est que je pense qu'il devrait y avoir un système de formation qui puisse permettre à tout à chacun de faciliter l'accès de tous effectivement à ces mandats électoraux qui permettent de représenter quand on en a envie. À la différence de Maxime, je pense pas forcément d'ailleurs à une différence, les avocats seraient capables de le faire et pas les ouvriers. Je pense en revanche peut-être à
bon, je pense que dès 20 ans, sorte on est de capable. formation citoyenne, Oui, finalement, voilà, formation citoyenne. Et à la manière de peut-être, l'éducation voilà, civique. pour les plus matures. Bon, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, ce soit que les chambres des députés et de Sénat soient plutôt âgées, parce que je pense qu'effectivement, il faut prendre un peu de recul. C'est pas totalement idiot, mais effectivement, voilà, qu'il y ait une sorte de formation pour que tout le monde puisse y avoir accès et qu'effectivement soit facilité peut-être aussi par des mesures, voilà, comme tous les, enfin, qu'on puisse passer d'un travail, je sais pas moi, admettons, de mécanicien, et puis qu'on veuille rentrer dans la vie politique, qu'on ait le bagage quand même pour, évidemment, mais de toute façon, si vous n'avez pas le bagage, vous ne serez pas élu, parce que vous allez paraître non crédible, et qu'avec ce petit bagage de formation supplémentaire, vous soyez en capacité d'arriver à ça. Moi, je pense que le petit Et que la peuple, reconversion soit je facile pense que le derrière, peuple, évidemment. le petit Juste peuple- pour finir, s'il te attends, plaît, Max. juste le petit peuple, à mon avis, peut avoir un rôle politique, mais pas de grande envergure. C'est-à-dire qu'en niveau politique local, par exemple, oui, je vois bien Non, mais le petit ouvrier, machin. Enfin, On je veux dire, parce va qu'il pas- est concerné. on va tout ça. s'arrêter De là. toute façon, Messieurs. on aura beau débattre, de toute façon, c'est pas n'importe qui va devenir président de la République. Voilà. Donc, C'est ça que je voulais dire. Hein. C'est Voilà, juste bah, ça. c'est très bien, vous arrivez vous-même à conclure. Sachant qu'un ouvrier n'est pas n'importe qui. Du coup, on a un peu débordé. Si tu mais le Si, avocat non plus. Nicolas, tu voulais évoquer la dernière émission de Capital qui traitait des salaires excessifs. Est-ce que tu peux y aller synthétiquement et voilà un peu montrer ce que tu voulais montrer et ce que tu voulais mettre en lumière autour de cette émission? Qu'est-ce qui t'a choqué finalement? Je crois que c'est ça. Non, oui, ouais. Ou qu'est-ce que tu trouves Voilà, remarquable? Capital nous montrait, moi, c'est vrai que je suis le premier à bondir quand on nous parle de parachute doré, de salaire des patrons. Il y avait le cas du patron de Renault et de beaucoup de patrons. Enfin, je fais pas le patron de Renault, donc qui était cité. Et donc, il y a de nombreux patrons en France aujourd'hui qui s'augmentent, dont les conseils d'administration les augmentent, et en même temps il y a des plans sociaux qui se mettent en place pour faire en sorte d'être plus productif et de se séparer un peu de sa main-d'œuvre ou de choses comme ça. Capital nous montre effectivement, et c'est vrai que c'est tout à fait logique, et j'avais commencé à en parlant des députés tout à l'heure, il nous montre qu'aujourd'hui un grand dirigeant, un grand patron, il y a un marché des grands patrons, et que aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on rémunère tel patron 1 million d'euros? Eh bien c'est parce que on veut s'allouer ses services, et que ce mec-là, c'est un petit peu comme le marché en football, eh bien il a un tarif. Et qu'il est en compétition avec les autres. Les entreprises sont en compétition entre elles, et donc on a un marché, des enchères, et donc le patron aujourd'hui il vaut quelque chose. Alors bon, moi je me permets quand même cette petite remarque. Ces patrons sont-ils si intelligents, si formidables que ça, premièrement, ou est-ce que ce sont juste des personnes qui acceptent de faire le job et voilà? Parce que je veux dire, diriger une entreprise, vous me donnez 10 000 euros, vous inquiétez pas, je me forme tout seul, je me trouve une petite formation, et puis je dirige une entreprise, il n'y a pas de problème. Mais non, eux, faut qu'on les rémunère 1 million d'euros, voire plus. Donc bon, là, il y a une petite interrogation. Je parlais de 10 000 Ça euros serait par donné mois. à tout le monde, 10 finalement. 000 euros par mois, pas par an, évidemment. Non, Ça mais je serait veux dire, donné à tout le monde, selon toi. à ceux qui auraient envie, je veux dire, voilà, mais vous donnez un minimum d'argent à quelqu'un, il va se former, et il va vous diriger votre entreprise, et peut-être encore à la manière, en pensant à certaines choses, quoi, et voilà. Mais c'est pas ce que veulent les actionnaires, évidemment. Les actionnaires veulent le mec qui ne se pose pas de questions quand il fait des plans sociaux, et ce genre de choses. Ma deuxième remarque, c'était sur le fait qu'aujourd'hui, on se focalise facilement sur les grands patrons. Je parlais du patron de Renault. Alors deux choses. Un, tous les patrons ne sont pas ceux de Renault et les têtes d'affiche des patrons français, les têtes d'affiche du CAC 40. Beaucoup de patrons ne gagnent pas autant d'argent, et tous ne sont pas des hommes véreux ou je ne sais quoi. Ma deuxième remarque, c'est qu'en revanche, il n'y a pas que les grands patrons dans les équipes comme Renault. Par exemple, je pense que les directeurs adjoints, les grands cadres de Renault sont aussi des mecs comme ça. Et donc arrêtons de nous focaliser peut-être que sur le patron de Renault. Il y a des patrons de Renault, il y a des actionnaires à Renault qui méritent toute l'attention, et que le scandale puisse les éclabousser éventuellement s'il y a scandale. L'autre pendant du reportage, bon, au-delà des footballeurs, on nous disait encore que les footballeurs étaient-ils trop bien payés. Bon, c'est un reportage bateau qui nous a été présenté dans l'émission, mais bon, ça fait toujours du bien de les voir quand même, ces petits reportages. Et là encore, on voit que tous les footballeurs ne sont pas surpayés, que certains clubs mettent en place des choses pour éviter les dérives. Donc voilà, et ces clubs ne sont pas forcément mauvais. Saint-Etienne, aujourd'hui, est en tête de classement de la Ligue 1, si je dis pas de bêtises, parce que je suis pas forcément... Pas du tout. Pas du tout. Bon, bah très bien. C'est Paris qui est en tête.
Non, mais sont- je parlais pas de la tête, je parlais ils sont dans les premiers, Ah, oui, ils sont voilà. dans le top 10 du classement. Voilà, Ils même sont dans le top 4. Voilà, dans le top 4. Non, c'est ça que je voulais dire. Je sais bien qu'ils sont pas en tête, merci. Mais ils sont dans le top 4 voilà, du classement de la Ligue 1. Donc, ils réussissent pas trop mal. Et ils essayent de mettre en place une petite politique de gestion pour éviter que les mecs prennent trop le melon, etc. Donc voilà, donc il n'y a pas de la dérive partout. Et je voulais aussi évoquer, il y avait un reportage qui nous montrait les avantages en nature. Aujourd'hui, vous travaillez dans une grande entreprise, type EDF, et vous avez de nombreux avantages. Celui d'EDF est connu, c'est celui pour lequel vous ne payez pas une certaine partie d'électricité, vous payez qu'un pourcentage en fait de votre consommation. Donc vous avez un gros avantage quand on connaît nos factures d'électricité aujourd'hui. Non seulement les gens d'EDF, pour une partie, pas tous évidemment, profitent de ces avantages en se chauffant au chauffage électrique, en ne se posant pas la question d'éteindre la lumière, donc là on a de la surconsommation, ça va pas du tout plaire aux écologistes, ce genre de choses. Et en plus, ce n'est pas le cas donc dans toutes les entreprises, puisque la petite entreprise ne peut pas vous fournir ces avantages. Une petite entreprise aujourd'hui, ou une moyenne entreprise, la moitié, que je dise pas de bêtises, la moitié des entreprises françaises ont moins de 50 salariés. Voilà, donc c'est quand même important. C'est pas ça, je crois. Non, c'est pas la moitié des entreprises, autant pour moi. Ce sont la moitié des Français travaillent dans une entreprise de moins de 50 salariés. Voilà, c'est ça le raisonnement. Donc, ce qui veut dire qu'un Français sur deux travaille dans ces entreprises-là. Donc, si on fait un raccourci, mais vraiment au pire des raccourcis, un Français sur deux a la chance de travailler dans une grande entreprise où on donne des avantages en nature avec les CE, etc., les vacances un peu moins chères, les chèques vacances ou je ne sais quoi encore. Et puis l'autre moitié n'a pas le droit à tous ces avantages parce que les entreprises n'ont évidemment pas les moyens de payer ce genre de choses. Donc il y a une inégalité, comme nous montrait le reportage de Capital, sur ce point entre les salariés tous confondus, hein, cadres, salariés, dirigeants, etc., des grandes entreprises et les petites entreprises, vulgairement les petites entreprises, hein, ce ne sont pas les petites entreprises au Voilà. sens PME. Donc voilà. C'est en taille, justement, que tu petite. Oui. Voilà, on est d'accord. Maxime, tu as une réaction par rapport à ce que vient de dire Nicolas? Je t'ai vu. Oui, déjà, pareillement avec par rapport éléments. au libéralisme, je reprends un peu dans l'ordre de ce qu'il a dit. Tant mieux. En gros, donc, il reprenait ce qui était dit dans Capital, où on justifiait la rémunération excessive des patrons en disant c'est la loi de l'offre et de la demande, en fait. Bah oui. C'est voilà, il est fortement demandé, donc le salaire suit ça. Cette notion-là, libérale, cette vision libérale de l'économie, où un bien peut d'un coup, en fait, avoir une valeur subjective. Au lieu d'avoir une valeur intrinsèque réelle, on lui donne une valeur subjective qui est liée à un marché. Et cette dérive-là, parce que c'est une dérive, on voit que c'est au cœur même de... c'est en grande partie ce qui explique, il n'y a pas que ça, mais ça explique en grande partie la crise économique. Quand on voit en fait la valeur de... Même au niveau immobilier, quand on voit le prix de l'immobilier, quand on voit la valeur d'un logement aujourd'hui, c'est pareil, c'est cette même logique de la loi de l'offre et de la demande. Tiens, ça c'est demandé, donc un bien va prendre une valeur qui est 3 à 4 fois supérieure à sa valeur réelle. Tout ça, en fait, c'est une cochonnerie et c'est né des Lumières au XVIIIe siècle. Et là, je parlerai de Marion Sigaud, une historienne, donc Sigaud, S-I-G-A-U-T, si je ne m'abuse. Et elle a bien travaillé là-dessus et elle montre bien en fait que ce sont en fait ce qu'on appelle les physiocrates. C'était en fait les ancêtres des libéraux qui voulaient s'accaparer le grain. Vous savez, les récoltes. Et alors qu'au départ, ça fonctionnait sur le mode de la subsistance, on prenait quand on avait besoin, voilà. Et puis bon, il y avait la police des subsistances qui était au service du roi, qui veillait justement à ce qu'il n'y ait pas d'excès. Et il y avait déjà les marchands qui étaient très très mal vus à l'époque. Ces marchands qui justement, on disait vous faites rien, vous produisez rien, vous spéculez sur le produit du travail des autres et vous revendez derrière à des prix plus élevés et vous faites un gain en fait sur zéro valeur. C'était les spéculateurs de l'époque. Et les physiocrates en fait ils étaient de ces gens-là. On a Voltaire qui faisait partie de ces gens-là, quoi. Les Lumières étaient très empreintes de ce courant-là. Et progressivement, ils ont essayé de mettre fin à cette police des subsistances, à essayer de dire mais laissez-nous faire, hein, cette fameuse, c'est la phraséologie libérale, quoi. Laissez-nous faire, laissez au marché faire, hein, la main invisible d'Adam Smith. Hein, si chacun à son niveau travaille pour son intérêt, ça travaille pour l'intérêt général. Bon, on voit aujourd'hui les limites claires de
ce modèle. Mais donc, voilà, j'essaie de faire un petit rappel historique de d'où ça vient tout ça. Et ça nous vient directement des Lumières, ça nous vient du courant des physiocrates. Et on voit que dès le départ, l'accaparation du grain par les physiocrates, par ces spéculateurs, il y a eu peu de temps après la Révolution française. Voilà. C'est en grande partie ce qui a expliqué la révolte populaire et le mécontentement du peuple, parce qu'ils n'avaient pas à bouffer. C'était pas d'ailleurs le roi qui voulait destituer à ce moment-là, mais bon, c'est un autre sujet. C'était d'abord parce qu'ils avaient la dalle. Et aujourd'hui, voilà, en fait, on essaie de justifier des excès qui crèvent les yeux par ces lois de l'offre et de la demande. Voilà. Ensuite, oui, par rapport au salaire des footballeurs aussi, parce que oui, moi, ça me dérange pas tant que ça qu'il y ait des salaires élevés dans les grandes entreprises. Parce que bon, faut quand même pas oublier qu'à la base aussi, par exemple pour Renault, c'est des entreprises qui dégagent de la richesse. C'est-à-dire que c'est bien de demander des emplois, du PIB, de la croissance et tout, mais bon, faut quand même des acteurs pour produire cette richesse. Et Renault, bon, à la base, c'est une entreprise familiale, qui a quand même monté un truc assez énorme. Ce qui est à déplorer, c'est qu'aujourd'hui, c'est une entreprise qui, à mon avis, est prise sous qui est victime de la prédation justement de certains actionnaires, de tout ce courant spéculatif. Et aussi, je sais pas forcément pour Renault, mais le problème aussi, c'est que c'est l'évasion fiscale. Hein, on en revient là. C'est-à-dire que vous avez une petite entreprise qui va payer 33% d'impôts sur son chiffre d'affaires ou sur son bénéfice, je sais pas exactement. Et vous avez en même temps les grandes entreprises qui payent que... Moi j'avais dit 6-7%, mais j'ai entendu Dupont-Aignan là récemment dire qu'en fait c'est 3%. Voilà, donc vous voyez là l'écart, 33% pour une petite entreprise, 3% d'impôt pour une grosse. Vous imaginez le manque à gagner. Donc voilà, moi, avant de me scandaliser, de m'indigner pour ces revenus très élevés, c'est d'abord, moi, ça qui m'indigne, c'est l'écart, le deux poids deux mesures, encore une fois, entre la petite entreprise et la grosse entreprise. Ces idéologies qui sont funestes, en fait, comme celle du libéralisme. Et c'est voilà, si on veut vraiment remonter à la cause des causes, c'est de ça dont il faut parler avant de parler des salaires. Voilà, ça, c'est le résultat, c'est le produit, c'est pas la cause. Et donc, pour terminer, voilà, les footballeurs, je trouve qu'en fait, c'est un fait intéressant sur le plan symbolique, que ces gens-là aient des salaires aussi élevés. En fait, faut voir, pour voir, je dirais, la santé d'une société, comment elle se porte d'un point de vue civilisationnel, il faut voir qu'est-ce qu'elle valorise. Donc, quels sont les métiers qui sont valorisés, et au contraire, quels sont les métiers qui sont peu valorisés. Et on est aujourd'hui dans une société qui valorise des footballeurs. Bon, ça peut être rigolo. Moi, personnellement, le foot ne m'intéresse pas. Mais objectivement, je vois pas trop ce que ces gens-là produisent à part du divertissement. Et dans le même temps, on a une des premiers corps de métier dans lequel on se suicide, qui est le paysan, l'agriculteur. Donc en fait, on a d'un côté une société qui valorise le monde du divertissement et qui délaisse le monde de l'agriculture, qui est quand même le secteur nourricier le plus fondamental, le plus élémentaire. Je fais ce parallèle avec les agriculteurs, parce que j'ai vu récemment un reportage là-dessus, où en fait, oui, il y a un mal-être grandissant chez les agriculteurs, où en fait, ils sont tenus en tenaille, voilà, plus ils sont petits, et plus c'est difficile de tenir, alors que la France est traditionnellement un pays en pointe, quoi, sur l'agriculture. Donc, et puis voilà, tous les métiers qui en sont les corollaires. Donc voilà, moi je pense que c'est ça qui est intéressant de voir. Ces footballeurs qui finalement n'apportent pas grand-chose sinon du divertissement. Ceux-là sont très valorisés d'ailleurs avec l'argent qui n'est pas forcément de l'argent. Je crois que c'est de l'argent qui vient du Qatar. On ne sait plus trop d'ailleurs d'où ça dépend des clubs. Des clubs, ouais, voilà. Mais bon, je parle. C'est parce qu'on parlait du PSG, je crois. C'est pas le PSG qui a été racheté par le Qatar. C'est ça. Voilà. Donc voilà. Faut peut-être pas réduire non plus le football au PSG au cas du Qatar. Non, mais je pense que c'est représentatif. On est plus dans le business. Les footballeurs étaient bien payés avant l'arrivée du Qatar. On a réussi à faire venir des stars. Non, mais c'est une descente qui ne se fait pas du jour au lendemain. Je pense qu'en fait, avec l'argent, le financement du Qatar, on est descendu encore un peu plus bas. Mais c'est vrai que déjà avant, moi, je crois ce qui m'a toujours déplu dans le foot, parce que bon, c'est vrai que les mecs, ils savent faire des choses quand même que le commun des mortels ne sait pas faire.
Moi, je sais pas, tu me donnes un ballon, je sais pas faire ce qu'ils font. Hein. Donc, c'est clair qu'il y a un talent, il y a une technique, tout ça. Bon, mais à partir du moment où on sent que les mecs sont des mercenaires, ils se battent pour leur propre compte. Ils vont toujours au plus offrant. Il y a trop d'argent là-dedans, il y a trop de corruption. C'est comme le sport en général, quoi, où il y a du dopage, il y a de la triche. Regarde l'affaire du handball, là, où ils ont fait exprès de perdre pour. Voilà, moi, c'est ce qui me repousse. Pourtant, moi-même, je suis sportif, j'aime le sport. Mais le suivre à la télé, ça vraiment, ça me fatigue, quoi. Le Tour de France, où voilà, regarde l'autre là, comment il s'appelle, Armstrong, qui s'est fait choper, qui a menti comme Cahuzac. En fait, on voit que dans tout le domaine, on a ce même mal, quoi. C'est pour ça que moi j'aime bien recouper toutes ces informations-là et dire que ok, on n'est pas dans les mêmes domaines, mais c'est le même sujet au fond. C'est une dégénérescence globale de la société qui se traduit par, dans tous les domaines, de la tromperie, de la triche, de la lâcheté, de la faiblesse. Ces gens-là sont nos modèles. Que ce soit en sport ou en politique, ce sont censés être des modèles, des élites, etc. Élites dans le bon sens, j'entends. Et quand on dit à un môme ne ment pas, c'est pas bien, parce qu'on sait très bien que cacher la vérité comme ça, c'est pas bien, etc. C'est nos valeurs, quoi. Eh bien, les élites, les symboles de la société trichent, mentent, voilà. Ouais, pour moi, c'est un symptôme de la maladie. C'est comme ça qu'on voit qu'on est malade. Vous savez, quand tu tousses, quand t'as mal à la gorge, tu sais que t'es malade. C'est ça, c'est le corps qui t'avertit en fait. Voilà, tu sais que t'as un truc qui va pas, il se défend. Et on en a fait une émission de télé, Secret Story. Ah, voilà. Merci Nicolas, il nous fait une transition toute magistrale. Je termine. Et les symptômes, en fait, on voit, c'est tous ces mensonges quoi, qui se recoupent. D'ailleurs même, là récemment, il y a le rabbin Bernheim. Qui s'est fait choper, il a toujours déclaré qu'il avait l'agrégation de philosophie, c'est pas vrai, il a menti. Et en plus, il mentait dans ses... voilà, il a plagié un bouquin, là, 40 questions sur le judaïsme, ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est-à-dire que même dans les plus hautes autorités, qui sont normalement les autorités morales, qui représentent l'éthique, qui doivent incarner une certaine exemplarité morale, on a la même chose. Moi, je pense que c'est révélateur et que là, on peut plus dire qu'on n'est pas d'accord là-dessus, quoi. Bon, alors, descendons un peu plus bas que ces hautes autorités morales. Descendons plus bas que terre, finalement. Je ne suis pas antisémite en disant ça. Ça va de soi, Maxime. On va pas tomber dans cette excellent, évidemment. Je disais, on va maintenant parler de télé-réalité. On va suivre le lien logique qu'évoquait Nicolas. Alors, on ne passe pas à côté du coup médiatique réalisé par Radio Rec, qui, pour le 1er avril, comme blague de 1er avril, a inventé de toutes pièces une licence professionnelle télé-réalité, ce qui a fait bondir plus d'une personne qui n'a pas vu derrière le trait d'humour, et qui, du coup, voyait là un sacré coup de déclin de la société, de la civilisation. Est-ce que finalement on peut pas voir derrière cette simple blague le reflet finalement peut-être un coup annonciateur? Est-ce que ça peut arriver ça qu'on se retrouve avec une licence, un diplôme, métier du télécrochet de la télé-réalité? C'était l'intitulé exact. Ouais. Est-ce qu'on peut se retrouver avec ça? Est-ce que ça peut devenir finalement un métier comme un autre? Rappelons pour la petite histoire qu'effectivement, dans la vidéo, il y a 4 étapes. On voit le président de l'université présenter la licence, interrogé donc par un journaliste de Radio Rec. Ensuite, nous avons un représentant du service d'orientation de la fac qui présente aussi la licence, puis une mise en scène. Alors c'est là qu'on commence à comprendre normalement que c'est une blague, mais bon, quand on est capable de regarder la télé-réalité et d'y croire et d'entendre Nabila dire allô au téléphone, enfin sans téléphone d'ailleurs, c'est qu'on est peut-être déjà bien avancé et donc on n'est pas capable de voir que c'est une blague. Et puis ensuite, voilà, le représentant, le directeur du service d'information et d'orientation qui présente encore la chose. On sent à différents moments que c'est ironique et à d'autres on est tenté de douter, notamment avec la présentation de la plaquette de cette licence qui est jointe à l'article. Donc voilà, c'est rigolo et c'était une blague. On saluera le travail de Walid et Robin principalement qui ont réalisé cette enquête entre guillemets. Voilà. Je donne la parole. Non mais très bien parce qu'en fait ils ont fait un travail qui est quand même très bon. C'est-à-dire que si on les connaît pas, si on connaît pas les intervenants et qu'on se doute pas un peu, on peut tomber dans le piège. Je faisais de l'ironie en parlant de la télé-réalité. Mais finalement sur cette question
Est-ce que c'est pas annonciateur de quelque chose? Aujourd'hui, il existe des écoles de médias, de journalisme, etc. Il y a des formations qui sont autour de ça. Un producteur ne devient pas producteur comme ça tout seul. Il y a les maisons de production et un minimum de formation. Ce qu'on voit, et je pense que tu voulais en parler peut-être après, mais bon, je pense que c'est allié, c'est que il a été soulevé ces dernières années avec l'export, la prise d'importance de la télé-réalité, qu'il fallait trouver un statut au candidat de la télé-réalité. Notamment parce que, soi-disant, le candidat de la télé-réalité n'était pas qu'un candidat comme question pour un champion. Il ne fait pas qu'une apparition derrière un pupitre pour répondre à des questions et gagner éventuellement un gain. Il semblerait que le candidat de télé-réalité soit quelqu'un qui est enfermé dans une bulle pendant un moment, généralement c'est le cas. On pensera à Love Story ou Secret Story où les gens sont enfermés dans une maison. On pense à Koh-Lanta, bien sûr, puisque un candidat est décédé et que le médecin s'est suicidé par la suite. Où il y a des jeux d'aventure, ils sont sur une île, ils ne peuvent pas s'en échapper pendant plusieurs semaines. Donc voilà. Donc la question était née d'un statut du candidat. On a donc conféré au candidat le statut d'employé finalement de la maison de production, ce qui pour moi est une aberration quelque part, parce que bon, c'est un peu compliqué toutes ces histoires, ça reste pour moi un candidat. Donc il faudrait peut-être trouver un statut, mais celui d'employé de la production, ça met encore plus de soupçons sur est-ce que c'est pas des jeux truqués. Voilà, bon, c'est toujours la même chose. Et du coup, je me souviens plus de la question qui était donc... Est-ce que c'est pas annonciateur? Voilà. Est-ce que ça va arriver finalement? Voilà. Donc du coup, on en fait un métier. Candidat de télé-réalité est devenu un métier, même provisoire, même un CDD, c'est devenu un métier. Et quoi que c'est pas un CDD, puisqu'on sait pas combien de temps il va rester. Mais enfin bon. Et durée indéterminée. Voilà. Ah non, pardon. Non, bah du coup non, c'est un CDD parce qu'il est pas employé pendant le temps de la production du programme. Bon. Et donc notre ami candidat devient donc un employé. Donc un employé, il y a une nouvelle catégorie d'employés, c'est l'employé de télé-réalité, de jeu de télé-réalité, le candidat. Et donc effectivement, est-ce que bientôt le poisson d'avril de la fac est à la fois un poisson d'avril, il fallait trouver un sujet, et il est très bien trouvé, un moment de divertissement, et ça reflète effectivement le statut du candidat de télé-réalité, le fait qu'il y a des millions de personnes qui regardent. Koh-Lanta était l'un des jeux les plus regardés en France, Secret Story est pas mal non plus, donc voilà. Alors la question de la formation des candidats, alors bon là ça tournait en dérision parce qu'on parlait effectivement il y avait un UE, enfin je veux dire une unité d'enseignement qui parlait effectivement de conduire une interview à la Morandini ou ce genre de choses, donc on sentait que ça pouvait être une blague, mais sérieusement, quand on voit certains candidats de télé-réalité aujourd'hui, quand on voit certaines émissions qui tournent autour des programmes propres, j'entends les anges de la télé-réalité sur Énergie 12, le truc qui a fait le buzz avec Nabila, il y a toute une émission avant, toute une émission après pour présenter le truc, etc. Qu'est-ce qui s'est passé, décortiquer, etc. Débat. Quand on parle d'une formation télé-réalité, métier du télécrochet, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui, des animateurs presque spécialisés dans le commentaire de ce qui s'est passé dans le programme. Donc sans parler d'une formation pour les candidats, je pense qu'on verra bientôt apparaître des animateurs spécialisés dans la télé-réalité, dans ce genre de choses. C'est tout à fait possible. Je dis pas d'ailleurs que ça va se faire, mais que c'est possible. Et donc, voilà, évidemment, on peut penser à une blague au début en voyant ça, mais on peut très bien rentrer dans le jeu et se dire, mais c'est quand même fou. C'est quand même fou qu'on en arrive à là. Parce qu'effectivement, c'est un jeu à l'origine. C'est ça que je voulais dire, c'est qu'on en revient aux origines, c'est un jeu. Qu'aujourd'hui ce soit ce que c'est devenu, c'est déplorable ou non, je ne sais pas. Pour ma part, je pense que pour certains jeux justement, ça l'est. Mais à l'origine, c'est un jeu, nous avons des candidats, ils ne sont pas censés être préparés. Déjà, que les candidats soient recrutés, bon, on est bien obligé de les recruter, mais on les recrute souvent selon des critères bien précis, qui peuvent être, enfin je veux dire, quand on met, je sais pas si vous connaissez Koh-Lanta, quand on met un Moundir, un mec impulsif au possible, en compagnie d'autres candidats, on se doute qu'au bout d'un moment, le mec il va péter un câble. On le sait, les producteurs le savent, c'est ce qu'ils recherchent, et ça marche. En ce sens, effectivement, ce sont des acteurs, mais ce sont des acteurs malgré eux, quelque part. Donc voilà. Ouais. Maxime, juste pour rebondir là-dessus, parce que ça me donne une idée. Je me doute bien que tu as une réponse. C'est que ce qui fait la différence entre l'animal et l'homme, c'est la civilisation. Et à mon sens, la télé-réalité et ses corollaires, séries américaines, clips, enfin ce genre de choses. Le but... Tout ça dans le même panier finalement. Oui, aujourd'hui, oui. Oui, enfin bon, avec quelques exceptions, ou peut-être, mais je veux dire globalement, il y a une tendance globale. Justement. Je trouve en fait que justement le travail de ces émissions, le travail de ces programmes télé, de ces programmes de l'audiovisuel,
c'est justement un travail mais de sape de civilisation totale, parce qu'en fait, on cherche à transformer les hommes, à les faire revenir à leur statut d'animal, parce que c'est ce que tu disais en fait. Je prolonge un peu ce que tu disais. Tu disais là, il y a un gars qu'on va mettre dans une équipe, on va les obliger en fait à cohabiter ensemble, sachant très bien que les humains sont ce qu'ils sont. Quand on les met dans des conditions extrêmes et qu'on les oblige à cohabiter, ça donne lieu à des conflits. Et là, je suis d'accord avec Nicolas, c'est clair que le but de ces émissions, faut bien vous dire que le côté exotique, le côté survie, machin, c'est secondaire. Le but premier de ces émissions, c'est de vous montrer du conflit, c'est de vous montrer de l'engueulade, de la dispute, de la tension, parce que ça vous maintient, ça vous divertit. Et en fait, on fait appel, il faut qu'il y ait du sexe aussi, de la violence. On retombe sur en fait les instincts les plus vils de l'être humain. Enfin bon, je parle de sexe, c'est pas un instinct vil, mais je veux dire c'est cette sexualité, ce voyeurisme et effectivement cette sexualité primaire, comme il y avait dans le premier Love Story là, les deux là, Loana machin qui se fait sauter dans la piscine ou truc, et ça a créé un buzz énorme machin. C'est cette espèce de, et puis quand on voit les filles qui sont sans cesse en fait dans des tenues toujours super sexy, puis elles sont toujours sélectionnées en plus. Il faut voir le buzz d'Énergie 12 qui est une chaîne de TNT qui n'est pas la plus regardée, avec son histoire de Nabila, les anges de la télé-réalité. Ouais. Qui n'a pas été au courant du allô. Enfin voilà, je veux dire, c'est un truc énorme. Voilà, quoi. C'est pareil, c'est quand tu veux, encore une fois, c'est un marqueur. Tu veux savoir comment se porte une société, c'est quelles sont les informations qui circulent le mieux dans la société. Et tu vois que ce genre de merde, ce genre d'informations de merde, ça y est, tout le monde le sait, quoi. Quand dans le même temps, tu parles de Chypre, tu vois, et du fait que l'Union européenne est prélevée directement dans le compte des gens, tu sais, j'en parle autour de moi, c'est ah oui, ils ont pris ou pas? Mais non, je crois qu'ils ont pas pris sur le compte. Si, ils ont pris. Enfin, ça, cette information, c'est secondaire. Ça passe en secondaire que par contre l'autre connasse qui parle de son shampoing ou je sais pas quoi là mais et ça, tout le monde le sait. Pour moi, c'est encore un signe. Voilà, c'est le signe extérieur, et on voit que dans le fond, c'est pourri, quoi. Et ces émissions-là, voilà, on pousse toujours plus loin. On est dans de la subversion des mœurs là pour le coup, et on cherche, je crois, à abrutir, mais vraiment la population, à leur faire passer des comportements complètement déviants pour des comportements normaux. Et je pense qu'effectivement, d'un point de vue civilisationnel, ça va trop, c'est pas bon. Et l'exemple là du médecin, enfin du mec qui est mort à Koh-Lanta, je veux dire, faut pas être surpris. C'est le but aussi, c'est-à-dire que quand tu pousses loin comme ça cette transgression dans l'extrême, à un moment donné, c'est la mort qui arrive. Voilà, c'est bon. D'abord, on voit une paire de nichons. Après, on voit une dispute. Il y en a un qui va gifler un autre. Un nez cassé. Une qui se fait prendre dans une chambre. Je sais pas, bon. Et puis ainsi de suite. Et le stade, tu pousses. Et à la fin, on va voir une mort en direct. Et bon, souvent, ils ont quand même annulé la saison du coup. Hein. Oui, mais ça n'a aucun intérêt pour eux. Mais si, moi je suis persuadé qu'il y a de la perversité là-dedans, et qu'en fait c'est génial, ça fait du buzz. Je suis convaincu de ça, et je suis prêt à parier que à la vitesse à laquelle on dérive, je serais pas surpris que, bien sûr, là l'histoire de la licence télé-réalité, ça peut arriver, c'est tout à fait possible, mais je pense même qu'on peut arriver très loin. On peut arriver à des émissions de télé-réalité où on va mettre dans des conditions de survie, mais vraiment extrêmes, où effectivement il pourrait y avoir des morts, et ça serait même filmé et tout. Je pense que ça peut arriver. Je veux dire, on a vu ça dans certaines sociétés. Regarde les gladiateurs, les jeux du cirque, où on voyait les gens combattre, et puis la mort faisait partie du jeu. Je pense qu'on peut très bien virer là-dedans. Alors pas tout de suite, parce que quand je dis ça va choquer les gens. Ça choque toujours ceux qui voient pas plus loin que le bout de leur nez en disant mais non, mais attends, quand même, tu déconnes. Oui, mais regarde déjà, il y a 20 ans, la société dans laquelle on vivait. Est-ce que tu penses que déjà ce qui se passe aujourd'hui aurait été accepté ? On voit qu'on dérive très très vite en fait. Et la mort de ce type-là et le suicide du médecin et tout, ça sert cette industrie moribonde, ça la sert complètement. Et je crois que ça va se banaliser, ce genre de choses, qu'on va avoir droit à de plus en plus de dérives, parce que les gens s'habituent, et c'est comme une drogue, il faut des doses de plus en plus fortes.
oh c'est bon, on s'en fiche maintenant de voir des gens parler dans un salon, répondre à des questions genre action ou vérité, voilà, c'est plus drôle, on a vu ça 50 fois, faut pousser plus loin. C'est cette logique de la croissance appliquée à l'esprit du consommateur, à son esprit de transgression. Maintenant, va falloir aller de plus en plus loin. De la torture, des situations, je sais pas, on va les mettre au milieu de requins, voir, vas-y, est-ce que tu arrives à survivre, t'as juste un bâton pour te défendre, et voilà, tu joues, et nous, on va te faire signer un contrat, on n'est pas en charge et tout, c'est juste pour le divertissement, pour se détendre. Nicolas, Là où Maxime a raison, c'est qu'effectivement, on ne serait pas surpris, c'est une mauvaise tournure de phrase, mais effectivement, il est tout à fait possible que d'ici quelques années, on voit ce genre de choses. Je me demande même si ça n'existe pas à l'étranger, où on joue vraiment avec la vie des gens. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est de dire ils vont surfer sur ce qui s'est passé à Koh-Lanta, parce que bon, sans être trop naïf, bon, on a un candidat qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui ne le sauraient pas. Koh-Lanta, émission, moi je me farcis des saisons de Koh-Lanta depuis des années parce qu'effectivement en famille on regarde ça. Bon, Koh-Lanta, c'est donc oui, excusez-moi, Nicolas. Chacun fait ce qu'il veut. J'irai me confesser dès que je verrai un prêtre, il y a pas de souci. Bon, Koh-Lanta, donc émission sportive, émission dite de survie entre guillemets, même si théoriquement il n'est pas censé y avoir de mort, puisqu'il y a un médecin, qui intervient dès qu'il y a un petit problème, puisqu'on sort un candidat du jeu dès qu'il y a un problème médical, parce que au fin de compte, ce ne sont que des candidats qui courent et qui font des activités physiques sans manger beaucoup pendant 40 jours généralement, je crois que c'est la moyenne du programme, 40 jours, donc 1 mois et 10 jours. Des candidats auxquels on est censé normalement faire un minimum de tests pour voir s'ils subiront le truc, et puis qu'on recrute évidemment pour qu'il y ait un petit peu d'animation sur le camp, que telle fille soit un peu impulsive et engraine tout le monde, et que le programme ait de la vitalité et qu'il attire 10 millions de spectateurs, environ de téléspectateurs, durant la saison. En moyenne, donc. En moyenne, voilà, bon, grosso modo. TF1 a d'ailleurs augmenté, il y a des jeux comme la Star Academy où les gens chantaient qui ont décliné, Koh-Lanta a augmenté. Voilà, et il y a fort à parier que Koh-Lanta aurait pu faire des très très bons chiffres en octobre prochain, quand la diffusion aurait eu lieu. Sauf que là, donc premier jeu, en plus dès le début de la saison, remarquez, il y a moins de perte d'argent entre guillemets si on veut suivre la logique de Maxime, mais bon, je pense que le drame est suffisamment important pour qu'on mette de côté ces questions-là. L'une des premières épreuves, là, les candidats se sont répartis en équipe et épreuve physique, le mec succombe, fait un arrêt ou plus tard il fait un arrêt, il a des crampes dans le ventre, etc. Il se sent pas bien. Bon, intervention de l'équipe médicale, est-ce que ça s'est passé rapidement ou non? Il y a une enquête là-dessus. À la suite de ça, le candidat décède quand il est transféré, après avoir été mis à l'ombre et avoir reçu la visite du médecin. Donc il est transféré en Zodiac, je crois, jusqu'à l'infirmerie, et c'est dans ce moment-là, lorsqu'il est en hélicoptère ou pas, qu'il décède. Alors là, Maxime le disait, en France, information très importante. Alors pas forcément la une, parce qu'à ce moment-là, effectivement, il y avait toutes les questions économiques, Cahuzac et compagnie qui étaient bien là. Donc bon, on n'en a pas fait la une de la mort d'un candidat à Koh-Lanta. C'est passé dans les JT quand même un peu, on en a un peu parlé sur les plateaux. Et donc, vive réaction, polémique, candidats anonymes ou témoins anonymes qui viennent dire ça s'est pas passé comme ça s'est passé autrement, ça a été machin. Le médecin qui était au Cambodge en entend parler, il se sent sali et il se suicide. En laissant une lettre de 2 pages en expliquant qu'il ne peut plus vivre parce que il a été meurtri, et voilà. Voilà pour l'histoire de ce qui s'est passé. Donc un candidat qui meurt dans un jeu, ça peut arriver partout. Je veux dire, il y a eu des acteurs qui sont morts qui sont morts sur scène ou en tournant un film. Il y a eu des hommes politiques qui sont morts pendant leur mandat. Il y a eu des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent à leur boulot. Et là, il y a un candidat. Des accidents partout. Sur toutes les émissions de télé-réalité qui ont été tournées en France. Sauf que là, on fait exprès. Non, là, il y a quand même une sacrée différence. C'est que un politique qui meurt pendant son mandat, c'est comme un charpentier qui monte en haut d'un toit, qui tombe. Mais bon, je veux dire, le but est de construire un toit. C'est un accident. Là, on joue avec le feu. C'est-à-dire qu'on les met volontairement dans des conditions extrêmes de survie. En l'occurrence, pas encore. Premier jour de tournage, ça aurait été au bout de 15 jours, je t'aurais dit oui, non, effectivement, là, il y a à douter sur toute la saison, etc. De l'émission, là, on est au premier jour. Le but de l'émission est bien de mettre ces gens dans des conditions de survie. Donc, il est bien question survie, donc... il y a des questions de mort aussi, voilà, on est déjà dans ce registre-là. Donc mais c'est de la survie fictive. Mais oui, mais justement, c'est là qu'on passe, c'est là le glissement qu'on est en train de faire avec cette histoire. Et à mon avis, là, la mort de ce gars-là, ça a excité beaucoup de monde.
ça a excité, ça a titillé des gens qui sont des déséquilibrés, mais qui malheureusement font légion quand même aujourd'hui. Ceux qui regardent ça et qui prennent plaisir et qui se disent putain, tu te rends compte, il est mort. Ah. Non, et tu sais, ils prennent prennent plaisir à ça non. parce qu'il se passe un petit truc dans leur petite vie Tu de mélanges merde. beaucoup de choses, je pense. Peut-être, là, quand mais parce que je suis un peu agacé de ça en fait, parce que j'entends souvent ça. Voilà, il s'est passé un petit truc dans leur petite vie de merde. De regarder ça et puis bah voilà, il y a eu un mort et donc ça fait un sujet de discussion. On se fait mousser parce qu'on a l'impression qu'il se passe un truc important, un truc extraordinaire. Hein, c'est voilà, au-delà de l'ordinaire. Et moi, je crois que je dis pas que c'était calculé, que c'était préparé. Bon, je pense qu'ils ont été surpris de cette mort-là. Mais à mon avis, en fait, on vient avec ça, on va faire péter un verrou. Et c'est-à-dire qu'on va banaliser ce genre de truc-là. Et à mon avis, on va avoir d'autres situations comme ça. C'est-à-dire que je parlais de drogue. Là, on a mis une grosse dose. Et donc, il y en a plein de gens que ça a shooté, que ça a mis dans un état d'extase. Parce qu'en fait, ils ont absolument aucune compassion pour la mort ou quoi. Ils disent putain, bah dans cette émission-là, il se passe des trucs de ouf. Elle est trash. Ouais, avec ces mots-là, elle est trash. Non, mais il y a beaucoup de gens qui regardent. mais... Combien il y a de gens qui regardent des trucs comme ça, qui vont sur YouTube ou quoi, et qui s'amusent à regarder des combats de mecs qui se battent à main nue, qui se battent avec des armes, et on voit planter un gars. Enfin, pour moi, c'est exactement le même registre. Je sais que c'est pas la même émission, donc pour Nicolas, je mélange tout, mais on est dans ce même vice. Ces gens-là présentent le même vice. Justement, c'est la question que je voulais vous poser finalement. Est-ce qu'il n'y a rien à garder? J'ai l'impression que pour toi, Maxime, il n'y a rien du tout. Tout est à mettre dans le même panier. Nicolas, je te sens un peu ulcéré par ce que dit Non, Maxime. parce que bon, moi je veux bien, peut-être que c'est la vérité ce qu'il dit, j'en sais rien, je les connais pas les producteurs. Bon, c'est les mêmes producteurs que Fort Boyard, vous voyez qu'il n'y a rien de méchant. Mais non, mais bon, et que la carte au trésor, quand elle existait, là, l'émission avec Sylvain Augier qui allait dans un hélicoptère, là. Donc bon, non, mais peut-être que ce qu'il dit est la vérité, mais je trouve qu'il va un peu loin en accusant, bon, on est dans notre petit studio de Radio Rec, mais en accusant effectivement les producteurs de se foutre en gros qu'il y a eu un mort ou presque. Non, je parle même de ceux qui regardent et qui prennent plaisir à ça. Ben non, parce que de ceux qui prennent plaisir à ça. Il y en a qui regardent. Oui. Peut-être que toi tu regardes, mais bon, peut-être tu regardes une partie. comme. Non, mais peut-être une partie. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la majorité des cas. Les gens, bon, déjà, n'ont pas fait un sujet de société et on n'en pas parlé pendant des heures. Ça a été un sujet soulevé. Les gens en ont parlé, notamment sur Internet, etc. Mais ça n'a pas fait non plus bon, ça a fait le buzz entre guillemets parce que voilà, c'était une émission quand même qui est regardée par un Français sur 6. Ça veut dire que potentiellement, il y a peut-être un tiers des Français qui a déjà regardé l'émission dans sa vie, peut-être même plus, j'en sais rien. Voilà, parce que bon, on se doute bien qu'il y a 10 millions sur 60 millions qui le regardent un soir, il y a aussi ceux qui le regardent à d'autres moments, etc. Ça fait 15 ans que ça dure. Voilà, donc on est quand même sur un truc qui a de la consistance et qui est rentré, alors là ça fait pas plaisir à Maxime, forcément. Je dis pas que ça me fait plaisir, mais qui est rentré dans les mœurs, entre guillemets, ce programme, parce que voilà, il est quand même regardé, c'est comme Les Enfoirés, je veux dire, ce sont des programmes qui sont bien regardés, qui ne connaît pas ces programmes-là, qui n'en a jamais entendu parler. Donc oui, c'est un événement en termes de télévision, maintenant il faut le laisser à ce qu'il est, c'est un événement de télévision, voilà, ça s'est passé à la télé, il y a eu un mort, point. La réaction en chaîne a fait qu'il y a eu un deuxième mort. Bon, est-ce la fin du programme? Ça, c'est pas à nous de le voir, et puis ça n'intéresse certainement pas nos auditeurs. Mais voilà, et il y a toutes ces questions-là. Et on a plus parlé de fin du programme, d'ailleurs, pour le moment, que de créer un programme où on mettrait les gens gladiateurs à se tuer. Ça se ferait pas comme ça, ça se fera progressivement. Mais juste pour terminer, enfin, ou non, si on a le temps, je sais pas pourquoi je me priverais. Si on va terminer. Mais en gros, je vais juste évoquer un autre cas. Récemment, il y a eu Salim Laibi. Vous savez, j'en ai déjà parlé parce que c'est l'auteur de La faillite du monde moderne. Le livre que tu avais présenté que j'avais présenté, ouais, et qui en fait a été attaqué en justice. Salim Laibi a été attaqué en justice par Pierre Bélanger. Pierre Bélanger qui est le patron de Skyrock. Donc Skyrock, on est dans la première radio écoutée par les jeunes, enfin vraiment avec des millions et des millions d'auditeurs, avec l'émission le soir avec Diffoul où il est question de problématiques sexuelles, existentielles, machin. Et en fait, pourquoi est-ce que Pierre Bélanger attaque Salim Laibi? C'est parce que Salim Laibi avait fait une vidéo, c'est même pas pour son livre, c'est parce qu'en fait Salim Laibi, avant d'écrire son bouquin, il faisait des petites vidéos sur internet un peu pédagogiques où bon, il rapportait de l'information, il faisait son commentaire, ça durait un quart d'heure, puis après durait une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Et donc là en l'occurrence. Et donc là en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait il a été informé d'une condamnation de Pierre Bélanger. Pierre Bélanger a été condamné, vous savez pourquoi? Pour corruption de mineurs. Hein, on est dans les mêmes registres, Cahuzac, ministre du budget condamné pour blanchiment de fraude fiscale. On a le PDG de Skyrock, première radio écoutée par les jeunes, pris la main dans le sac pour corruption de mineurs. En fait, il avait monté une petite organisation personnelle. C'est pas l'État, c'est juste il avait
créé une sorte de secte. Lui, il avait, je crois, une femme il avait ramené sa sœur. C'était 2 sœurs, donc une jeune en plus qui avait moins de 18 ans, tout ça. Et en fait, il formait la communauté Alcyone, je crois, avec plein de références mystiques. Il se faisait appeler le maître, il les obligeait à tenir un cahier où elle devait voilà, chanter ses louanges et tout ça. Il y avait des rituels. Il les obligeait par exemple de boire beaucoup d'eau pour qu'elle lui pisse dessus. Et quand elles n'arrivaient pas à pisser, il les foutait nus sur le balcon par -2 machin pour les punir. Voyez, c'est ce genre de mec qui dirige la première radio écoutée par les jeunes. Voilà. Et ça, est-ce que non, on connaît l'histoire de l'autre pétasse qui parle de son shampoing. Par contre, est-ce qu'on parle de ça? Est-ce qu'on parle de Pierre Bélanger qui a ce genre de profil, qui est un genre de détraqué, mais qui a en charge la radio qui est la plus écoutée par les jeunes? Voilà. C'est ça que je veux dire, c'est que parce que ça reste en lien avec Koh-Lanta, c'est en fait une espèce de dégénérescence globale. Mais pourquoi il a été condamné finalement Parce que la fille était mineure. Non mais l'IB, tu me dis que l'IB a été poursuivi. Parce qu'en fait, il l'a traité de nom d'oiseau, machin, dans son truc, et donc l'autre l'a attaqué pour diffamation, parce que je sais plus exactement quel a été l'insulte, mais c'est-à-dire qu'en fait, il l'a insulté, quoi. Il a dit, voilà, comme là, j'ai envie de le faire d'ailleurs, mais bon, voilà, lui, il a pas pris les précautions, machin, et donc Pierre Bélanger l'a attaqué en justice. Et là, le jugement est en cours, et d'ailleurs, vous en entendez pas du tout parler. Hein, mais ça fait partie des choses comme ça qui sont intéressantes à relever. C'est pour ça, enfin, il y a vraiment quelque chose de malade dans nos sociétés, parce que tout ce qui sort, c'est-à-dire plus on monte en altitude, plus on monte haut dans les sphères du pouvoir, quel que soit le domaine, politique, économique, culturel, le monde du divertissement, on voit que plus on monte et plus l'oxygène moral se raréfie. Et ben c'est très... voilà, je pense que voilà, là c'est la fin des haricots, quoi, comme on dit. Et pour conclure dans le sens de Maxime, on se rend compte que le CSA voulait effectivement, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais mettre la télé-réalité à partir de 22h, ce sera finalement pas le cas. Mais quand on se rend compte de ça, on se dit mais oui, mais de toute façon, à tel point que la télé conditionne, je pense que les petits qu'on veut protéger en ne montrant plus de télé-réalité avant 22h, regarderont la télé après 22h, ce qui n'est pas une bonne solution, je pense. Donc oui, voilà. Et puis tous les organes de régulation comme le CSA. Bon, on voit que le CSA il a pas fait son boulot pour Skyrock. On voit que l'autre autorité de régulation à laquelle je pense, c'est je crois que c'est la SEC, c'est la police de la finance qui n'a jamais rien fait du tout. Et je me dis, pour finalement boucler la boucle et revenir sur le premier sujet, l'autorité de régulation qui doit contrôler le patrimoine voilà des élus. Ça risque d'être la même chose. Ben voilà, on a bouclé la boucle. Voilà, bonne nouvelle qui n'a rien à voir, hein, la mortalité routière, forte baisse en mars, formidable. Merci pour ces belles paroles, Nicolas. Merci à vous deux pour cette émission très riche finalement. Je reviendrai sur le truc de Bélanger, je reviendrai plus d'éléments là. Notamment, on a plein de choses qu'on a pu évoquer que partiellement, on y reviendra plus tard bien sûr. Politiquement incorrect ne s'arrête pas là et on aura plein de sujets à évoquer. Si vous avez des idées vous-même depuis chez vous, n'hésitez pas à nous contacter, je le répète. On a recrutement@radio-recc.fr, communication@radio-recc.fr et les réseaux sociaux, vous voyez sur l'écran si vous avez le podcast vidéo. Sur Twitter, c'est incorrect, INCORECCT, faut faire attention. Et puis sur Facebook également, là c'est politiquement incorrect avec l'écriture si particulière du mot incorrect. Voilà, on se laisse. J'espère qu'on retrouvera Marc bientôt. Voilà, on se retrouve très bientôt Marc sur les anciens. Et les autres, hein, et puis nos nouveaux chroniqueurs éventuels, hein, mais je taquine Marc parce qu'on se connaît bien, donc voilà. Voilà, évidemment. Je le précise. On se retrouve très bientôt sur les antennes de Radio Rec. N'hésitez pas à rester connectés, puisque d'ici une demi-heure, on retrouve la Minute Tazon pour tout autre programme, mais tout aussi de bonne qualité, évidemment. Et puis, demain, Cinebdo. Lundi, Have a Break et Score Plus. Le mardi, ça continue. Voilà, on a évidemment Rock'n'Roll après Aparté Salle de Bain. Et on recommence. Après, c'est politiquement incorrect le jeudi. Voilà. Passez une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine, un très bon week-end, une excellente semaine. Maxime qui rentre très rapidement chez lui pour écouter la Minute Tazon. Et tout va aller pour le mieux. On vous embrasse. J'ai un dîner, j'ai faim. Bonne soirée. Au revoir.